Bonjour et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Matejicek, policier et triathlète semi-professionnel spécialisé en Ironman. Avec un palmarès impressionnant, il a décroché la première place à Vitoria-Gasteiz en Espagne, une 6e place à l'Ironman d'Hawaï, le plus prestigieux au monde, et une première place sur un format plus court à Dubaï. Pour mener cette double vie, Yannick a une gestion d'emploi du temps et une organisation exceptionnelle. Concurrencer des athlètes professionnels, tout en ayant un métier à temps plein, est une performance hors norme. Cependant, malgré ses succès et le soutien de ses sponsors, Yannick ne peut pas encore vivre uniquement de son sport. D'ailleurs, si son parcours vous inspire et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à le contacter via son site internet. Dans cet épisode, nous parlons de la préparation nécessaire pour atteindre ses objectifs. On aborde aussi l'échec, comme le concours du GIGN qu'il a préparé pendant 1 an et demi, mais finalement où il n'a pas pu postuler. Nous abordons aussi le thème du surmenage et l'importance de maintenir un équilibre pour éviter le burn-out, quel que soit le domaine. Enfin, Yannick partage avec nous ses techniques de visualisation et de gestion du discours interne. Tout le monde ne fera pas des performances comme Yannick, c'est sûr, mais si ce témoignage peut vous inspirer, j'en serai ravi. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Yannick, comment vas-tu ? Écoute, merci de me recevoir Kevin, ça va et toi ? Écoute, super, merci à toi d'être venu, parce que je sais que tu as un agenda très chargé. Merci toi surtout d'être descendu sur Montpellier depuis Strasbourg, ça me fait plaisir que tu es descendu pour venir me voir. Écoute, quand on est motivé. Franchement, j'ai 1000 questions pour toi aujourd'hui. On a commencé à bien parler déjà ensemble. Je cherchais à interviewer un sportif de haut niveau qui est en parallèle à un métier à temps plein, donc ça m'intéresse énormément. Je suis tombé sur toi sur LinkedIn. Ah ouais. Cool. Et, comme quoi, tu me disais que tu postais, tu vois, je suis tombé sur toi et en creusant, j'ai pu découvrir ton palmarès aussi. Donc ça, franchement, c'est top, on va pouvoir en parler. Tu es triathlète de longue distance. Tout à fait. Semi-pro. Et on connaît la discipline, alors c'est souvent sous le nom Ironman, mais tu viens de me dire qu'il y a plein d'autres marques. C'est ça. Et donc policier à côté à temps plein encore, ça c'est assez dingue. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de ta double vie. De sportif, de policier. J'aimerais remonter aussi plus loin dans ta vie pour comprendre comment t'es arrivé là. Et on va parler de mental aussi, c'est le sujet du podcast. Ouais, avec plaisir. Je te propose qu'on attaque tout de suite. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Écoute, alors Yannick Matejicek, j'ai 32 ans, donc comme tu l'as dit, je suis policier à temps plein. De soirée, je travaille de 16h à 1h30 du matin. Et à côté, du coup, triathlète longue distance. Donc je fais de la distance Alpha Ironman, Ironman, donc... c'est la natation, vélo, course à pied enchaînée. Alpha Ironman, donc on est sur du 1,9 km de natation, 90 km à vélo, un semi-marathon à pied et du coup x2 pour aller sur la distance Ironman pour ceux qui connaissent pas. Et puis après voilà, entre tout ça, j'essaye de dormir et d'avoir aussi une vie perso. Évidemment, c'est important pour l'équilibre. Donc une vie forcément minutée, mais voilà, ça me fait plaisir de vivre comme ça et de pouvoir partager ça aux gens. Si ça peut les inspirer ou les aider un peu à se bouger, c'est le but, quoi. Carrément. Donc tu fais des nuits assez courtes, je pense. Si la journée tu t'entraînes et la nuit tu travailles. On est sur, on va dire, des nuits entre 6 et 7 heures. Mais sincèrement, là justement, on pourra en parler, mais je vais réadapter tout ça, essayer de monter au minima à 8 heures. Parce que j'ai vu que ça fait depuis 2019 vraiment que je me suis mis vraiment dedans et en fait j'ai toujours tiré sur la corde. Tu sais, t'es en dette de sommeil tout le temps, même si je fais une grasse mat par semaine, donc en gros je me laisse un jour de repos par semaine. C'est pas suffisant pour faire la dette. En fait, tu rattrapes jamais ton sommeil que tu perds. Et moi, avec les heures sup que je peux faire, donc dans le meilleur des cas, je vais me coucher vers 2h15 du matin. Et après, ça peut être du 4, du 5h. Je me suis déjà couché quand il faisait jour, au petit jour. Et derrière, après, plutôt que de te dire, par exemple, je dors jusqu'à que je me réveille, et ben moi, forcément, je me dis, je vais me réveiller pour aller m'entraîner. Mais
parfois, je pense qu'il faut savoir plus s'écouter et son corps et du coup ses besoins pour éviter d'aller sur de la blessure, sur du burn-out, sur toutes ces choses-là qui peuvent après en fait faire fois 1000 et empirer par rapport au physique et au mental. Et après derrière, pour en sortir de tout ça, ça peut être beaucoup plus long. Moi ça va, je pense que je m'en suis pas trop mal sorti, mais il y en a parfois ils mettent déjà ils arrêtent leur carrière ou ils mettent 6 mois, 1 an, 2 ans pour re-avoir une discipline, en tout cas dans ce qu'ils faisaient, quoi. Ouais, carrément. Non, mais le sujet du burn-out chez les sportifs, je pense que c'est crucial, et surtout dans des disciplines comme l'Ironman. Ouais, c'est ultra chronophage. C'est chronophage, ouais. Donc, t'enchaînes tous les jours en plus. Donc, ouais, c'est ça. On fait déjà multisport tous les jours, sauf le jour de repos, comme je te disais. Et en fait, au final, tu es tout le temps en prise, même si tu vas te dire aujourd'hui je fais souple et tout ça, mais je veux dire tous les jours on fait une double discipline, quoi, quasi. Donc c'est hyper chronophage et forcément il faut de la discipline, comme tu l'as dit, de la volonté, et puis après derrière faut pas oublier le plaisir, parce que tu pourrais pas tenir à t'entraîner 25 heures semaine sans plaisir. T'arrives encore à prendre du plaisir après toutes ces années, tu vois, et à accumuler toutes les entraînements tout le temps. Ouais, après en fait il y a des moments tu vas dire alors je pense que c'est comme tout le monde, je pense n'importe quel sportif de haut niveau, il y a des moments ça va pas forcément lui faire plaisir, ou du moins j'aimerais avoir son secret s'il me dit tous les jours de toute l'année j'ai pris du plaisir sur toutes mes séances. Ouais. Voilà, parce que derrière, en fait, faut pas oublier les à côté. Forcément, on a tous une vie perso où avec ta femme, ça va pas bien se passer. Au boulot, ça va pas bien se passer. En fait, c'est une équation où tu prends énormément de X en compte, tu vois. Carrément. Et une journée où, voilà, par exemple, ne serait-ce qu'il y en a qui sont pas du matin, qui vont passer une nuit mauvaise pour X ou Y raison, parce que leur petit a fait pas sa nuit, ou toi, t'as pas fait ta nuit parce qu'il a fait trop chaud, etc. Et du coup, tu vas te lever un peu fatigué, et là, tu vas peut-être prendre un peu moins de plaisir. Après, parfois, tu le fais un peu en mode robot, mais je pense que tu le fais quand même parce qu'il y a quand même aussi cette notion d'objectif, mais quand même aussi cette notion de plaisir, même si parfois tu le ressens pas trop. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, par exemple, je sais que je suis très extérieur, je suis très outdoor, et de faire du sport dehors, dans des endroits où je fais en sorte justement qu'il y ait peu de voitures et tout ça, moi je me régale, et surtout dans cette région, je pense, comme tu as pu le voir, c'est assez varié, et du coup en fait je peux faire plein de parcours qui me font vachement plaisir, et je me régale de le faire, tu vois. C'est sûr qu'il y a pire que de courir dans les vignes, je pense. Non, c'est ça. On attaquait fort tout de suite sur ton présent. J'aimerais bien revenir sur le passé pour voir comment tu es arrivé, tu vois, à ce niveau-là. Déjà, ta première expérience de sport quand tu étais enfant, comment t'es arrivé, tu vois, alors j'ai vu que tu étais cycliste élite avant. Comment tu t'es mis au vélo, pour quelle raison? Alors en fait, donc j'ai commencé, je pense mes parents, comme ils mettent un peu tous leurs enfants au sport au début, j'ai commencé je crois à 5 ans par du judo, et moi j'étais un peu, pas turbulent, mais on va dire que voilà, je courais un peu à droite à gauche et ça m'intéressait pas, ce sport. Donc en fait, je crois que j'ai même pas fait 1 an. Finex, j'écoutais pas. Après, derrière, j'ai suivi les copains à 6 ans, de 6 à 12 ans pour le foot. Donc du coup, j'ai fait 6 ans de foot. Et au final, là, j'avais pas encore du coup cette fibre esprit de compétition. C'était vraiment pour les copains où je voulais faire du sport avec eux. Et du coup, en fait, le foot, on le faisait dans la cour de récré encore avec, tu sais, tu mettais tes blousons et tout pour simuler les cages, etc., tu vois. Et donc là, tu te régales comme ça. Et après, il y a un moment où, en fait, à l'âge de 12 ans, rentrer en compte ce côté un peu compète, moi on voulait me surclasser et tout, et en fait je me souviens avoir dit à ma mère, moi si je suis pas avec mes copains j'arrête le foot. Donc en fait on a arrêté. Après j'ai eu un entre-deux où j'ai fait un peu de tennis parce que je suis un peu sport de raquette et tout ça, pareil, copain, ça s'est resté sur le côté copain. Et en fait le cyclisme j'en ai toujours un tout petit peu fait, mais je pourrais même pas te dire quand j'ai commencé plus que ça, mais c'était mon père qui aime beaucoup le vélo, et qui, je me souviens, on faisait parfois la sieste les week-ends devant le Tour de France et tout ça. Et à chaque fois, il me forçait, mais au début, c'est en mode allez, on va faire du vélo, tu vois. Et là, au début, j'étais là en mode pas trop le goût, tu vois. Ouais. Et vraiment, à un moment, je te jure, j'ai eu un déclic, mais je pourrais même pas te l'expliquer de comment j'ai eu ce déclic. Justement, j'avais arrêté le foot.
Le tennis, voilà, c'était cool, mais sans plus. Et à un moment, je me dis, bah tiens, là, en fait, j'ai envie de faire du cyclisme dans un club, tu vois. Et là, il y avait un club, donc moi, j'habitais avec mes parents à Saint-Étienne, et on avait un club à côté, à 10 minutes, tu vois. Donc, ils m'ont mis dans ce club-là. Et ça s'est très bien passé. Donc, j'avais déjà des bases, on va dire, musculaires, cardiaques, du fait que je roulais voilà, une fois par semaine avec mon père, tranquille, tu vois. Et qui me mettait la misère, d'ailleurs, à l'époque. Mais après, tu vois, j'ai fait ça avec le club, pareil, avec des gens. Et après, là, l'esprit de compétition est arrivé petit à petit. Je faisais des compétitions les week-ends. Et là, je commençais à avoir envie un peu de gagner. Et forcément, tu te challenges avec les autres et tout, l'adversité. Et après, ça a fait que j'ai réussi à monter en national. Et après, bon, voilà, j'ai eu cette coupure avec le fait que je suis rentré gendarme et force de l'ordre. Et après, derrière, j'ai voulu revenir encore de nouveau au sport parce que j'ai fait une pause. Et après, il y a eu le triathlon, quoi. Ok, et sur la partie vélo élite, quand on dit cycliste élite, c'est compétition nationale. Et tu t'entraînais combien de fois par semaine? Bah, tu vois, à cette époque, justement, j'étais pas du tout un bon élève. Grosso modo, si tu veux, je me basais sur des acquis que j'avais, où en fait, je voulais l'esprit de compétition, mais je m'entraînais pas autant que ceux qui étaient. Alors, si tu veux, j'étais en division nationale 1 et 2, donc c'est le plus haut niveau amateur, tu vois, de personnes que tu as vu là sur le Tour de France, Warren Barguil, Romain Bardet sont passés par ces divisions-là. Okay. Mais si tu veux, je leur arrivais même pas à la cheville. Tu vois, je m'entraînais peut-être 3 fois dans la semaine, 4 fois dans la semaine. Et en fait, j'avais mes plus grosses semaines, j'ai bien dit mes plus grosses semaines, ça tournait entre 10-13 heures. C'est rien, hein. Par rapport à des cyclistes élites, c'est rien. Ça me paraît déjà pas mal, mais c'est rien par rapport à... Je te jure, c'est rien. Eux, c'est plus, on était déjà sur du 20-25 heures, etc. Ouais. Et moi, en fait, tout simplement, parce qu'en fait, je le faisais en compétition, mais j'avais pas encore cette notion de... je vais le faire à fond, si tu veux. Je faisais la compète parce que ça me faisait plaisir, je voulais, et j'avais mes habitudes de sport. Voilà, je faisais mes séances, je me mettais la mine dans les séances, mais même pas, tu vois, je pensais pas encore à l'entraînement et tout ça comme ça m'intéresse maintenant, et tout ça. Mais je le faisais, ça me faisait plaisir. Mais parce que aussi, les soirs, je sortais, je voyais mes amis, et les week-ends, je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer le samedi soir à minuit, 1h du matin, parce que je rentrais de soirée, et le lendemain, on partait avec mes parents, ou moi-même, parce que j'ai à 18 ans, j'avais ma petite Clio, et on partait sur les compétitions, et je faisais ma compète, et je faisais ce que je faisais très souvent. Voilà, je t'ai dit, je crois que ma meilleure place en division nationale 1, ça devait être 40e au Grand Prix de Saint-Étienne, tu vois, c'est rien d'exceptionnel. Donc j'étais un petit cycliste, mais tu vois, j'avais pas encore justement cet acharnement de travail, ce dépassement de tout ça, toutes les valeurs que j'ai dans ce sport à l'heure actuelle avec le triathlon, tu vois. Tu penses que si tu t'étais mis à fond à cette époque-là, en termes de discipline et tout, tu aurais pu atteindre alors après, est-ce que le niveau pro, je sais pas. Sincèrement, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Après, c'est sûr que j'aurais été meilleur, c'est sûr, parce que j'avais tellement de facteurs justement à aller chercher, à aller pousser, mais c'est sûr à 100% que j'aurais pu optimiser plein de choses. Et justement, je pense qu'avec voilà, j'ai été champion de la Loire cadet, j'ai été champion PACA aussi, parce qu'à un moment, ma dernière année espoir, j'ai changé de club et je suis allé en PACA. Donc j'ai pu gagner 2-3 courses, mais tu vois, en m'entraînant très peu. Donc il y a des fois, en fait, c'était peut-être sur des coups du sort qu'ils l'ont montré que moi j'étais un petit sprinter maison, donc parfois quand ça arrivait en groupe, j'arrivais à me détacher et je pouvais aller gagner. Mais donc du coup, j'avais quand même un petit peu de talent, si tu veux, et un petit peu de mental. Et je pense que voilà, j'aurais pu faire mieux, mais après, de là à être du niveau de ceux qu'on voit,
moi justement pour les avoir côtoyés, eux ils étaient quand même à un level différent. Le cyclisme c'est vraiment différent, donc je n'aurais pas la prétention en tout cas de dire que j'aurais pu être pro si j'avais fait ça, mais en tout cas j'aurais été meilleur. Ça c'est une certitude. T'aurais pu faire c'est mieux, sûr. mais tu sais pas si tu serais arrivé pro. Ouais, je peux pas le dire ça sincèrement, hein, parce que eux aussi, j'ai énormément de respect pour connaître la discipline, ce qu'ils font au quotidien. Eux, pareil, hein, ils font énormément de déplacements pour parfois, voilà, ils habitent vers Strasbourg et ils vont venir faire un tour dans l'Espagne, tu vois, au Pays Basque pour commencer la saison. Ou parfois ceux du Sud vont monter en Vendée pour les plages vendéennes au mois de février. Et voilà, ça commence déjà et c'est non-stop jusqu'à octobre, quoi. Ça s'arrête jamais, ouais. Ouais, et t'as des courses tous les week-ends partout en France et tout ça. Et des courses par étapes, et puis ils s'entraînent et ça roule. Et ouais, non, c'est pareil, c'est aussi mentalement, il faut avoir la niaque, il faut avoir l'envie de. Et il y a des mecs que je connais voilà, que j'ai côtoyé quand j'étais en pôle espoir à Saint-Étienne, qui tu vois ont des titres de champion de France, etc. Donc là on est quand même sur du haut niveau, et qui à l'heure actuelle aujourd'hui ne sont jamais passés pro. Okay. Et qui sont restés en fait dans les équipes de division nationale, donc avec un petit pécule, tu vois, mais derrière n'ont pas eu cette chance. Tu vois, ça prouve que même parfois à certains niveaux, pour passer pro, il faut encore avoir ce petit truc. Il y a encore un monde en fait. Il y a encore un monde, quand tu vois même les watts qui développent, etc. Voilà, on est sur un peu plus de spécifique là, mais il y a un monde. C'est pour ça que tu vois, j'aurais pas cette prétention de dire, tu vois. En tout cas, ça sert en Ironman. Ouais. Après en Ironman, voilà, sur ça, je m'en sors pas mal. Je pense que j'ai une bonne endurance, j'ai une bonne caisse, j'ai le mental aussi qui fait que j'arrive à aller à un point où je peux finir et m'effondrer, et vomir ou m'endormir, ce que tu veux. Et c'est sûr, mais voilà, c'est ce qui fait certainement un peu ma force. Mais voilà. Comment t'es passé? Donc on voit que t'es passé du judo au foot, au vélo, ouais. Et du vélo ensuite au triathlon. Ouais. Comment tu t'es dit, allez, je vais me rajouter la natation et la course à pied derrière? Bah ça c'est suite à... J'avais un pote en fait qui, pareil, j'ai rencontré dans le vélo, et en fait quand il a arrêté le vélo, il est passé au tri, et moi j'ai eu une période de pause de 3 ans à peu près, quand je suis rentré gendarme, donc avec le concours et tout ça. J'ai dû arrêter le cyclisme parce que ils n'ont pas voulu m'intégrer dans l'équipe. En fait, eux voulaient m'intégrer dans l'équipe de France militaire, mais pas mon commandant d'unité. D'accord. Mon commandant d'unité, voilà, il me dit, moi je te veux sur le terrain, tu seras sur le terrain, et c'est tout. Donc c'était un peu dommage, ça m'avait un peu déçu, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc du coup, j'ai totalement arrêté. Là, du coup, pendant même 3 ans, je me suis mis à faire vraiment plus tout ce qui est poids de corps, WOD, tu vois, je suis quand même passé par ce côté-là aussi, où je passais énormément de temps sur la barre de traction, les montées de cordes, les pompes, ce genre de choses. J'étais monté à 80 kilos et j'en fais 73 maintenant, tu vois, donc j'étais quand même monté assez haut. Et après, en fait, j'ai revu cet ami-là, qui là s'était mis au triathlon. Et en gros, j'ai dit, bah écoute, vas-y, je vais tester, tu vois. Et il m'a revendu une de ces combis néoprène, là, tu sais, que tu mets dans l'eau. Carrément. Voilà, parce que ça lui, il était un peu plus petit que moi et elle lui allait trop grande. Donc je l'ai pris, et puis du coup, j'ai essayé des petites distances, les S, les M, tout ça. Donc en gros, c'est les distances sprint ou olympiques pour ceux qui vont suivre les JO. Et du coup, c'est des petites distances, et je voyais que ça me plaisait, cet enchaînement de distances. Et je voyais que j'étais pas trop mauvais, mais après, sur le court distance, je voyais que je me faisais trop allumer, parce que le fait que t'es pas nageur, je me prenais, mais t'arrives dans l'eau. Et en fait, moi, il me fallait justement plus de long pour avoir le temps de remonter à vélo et de rattraper à pied aussi. Carrément. Parce que arriver à un certain âge aussi, après la vitesse, quand tu l'as pas, tu vas pas l'inventer. Non, c'est clair. Ouais. C'est voilà, morphologiquement, le fait que déjà comment t'es né t'amène à quelque chose, à un potentiel, et après forcément comment tu le développes au fur et à mesure du temps. Si tu développes des fibres rapides, tu auras des fibres rapides, mais par contre, une fois que tu as des fibres lentes, pour aller chercher des fibres rapides,
C'est plus compliqué. Plutôt que l'inverse, le fait d'avoir beaucoup de fibres rapides et d'aller créer des fibres lentes, c'est beaucoup plus facile, Intéressant, je savais pas ça. morphologiquement, tu vois. Ok. Et donc c'est pour ça qu'après, derrière, je me suis dit, bon, le court distance, c'est pas pour moi. Et je me suis dit, je vais tester le half. Et en fait, le half, ça m'a convenu dans le type de coureur, d'athlète que j'étais, tu vois. Côté, comme je te disais, résistance, qui arrive à très bien enchaîner les trois. Voilà, pas exceptionnel dans les trois, mais j'arrive à suffisamment être constant pour pouvoir faire quelque chose de correct, tu vois. Carrément. Et donc, quand tu t'es mis au triathlon, tu n'avais pas d'objectif à ce moment-là, c'était vraiment pur plaisir, Ouais. pas de... Ah ouais, Ok. pur plaisir, complet, c'est ça. Et en fait, comme j'ai toujours eu un peu cet esprit de compétition, la fibre aussi, voilà, j'ai des ambitions. Et là, je me suis dit, punaise, mais en fait, je peux peut-être faire quelque chose. Ça m'a un peu titillé et je me suis dit, ben, pourquoi pas tester. Et quand j'ai vu que j'ai fait des choses pas trop mauvaises, et ben, en fait, je me suis dit, allez, feu. Et quand moi, je me mets dans quelque chose, un objectif, j'y vais à fond. Comme je te dis, quand j'ai eu la période WOD, là, gendarmerie, et que je visais le GI, là, je m'étais mis à fond. Je m'étais mis que focus dessus. Après, derrière, je me dis, ben, écoute, si ça marche pas, peut-être que je vais me mettre à passer des diplômes sur ce. Et quand je me dis quelque chose et que je me mets l'objectif, j'y vais à fond, un cheval à la fois, boum, feu. Juste pour préciser, tu parlais du GI, c'est le GIGN. Ouais, Ok, c'est ça. ouais, J'ai donc- eu ma période où je voulais je voulais passer les tests GIGN. J'ai vu passer ça en faisant des recherches. Donc, tu voulais faire le concours, donc Ouais. tu l'as fait? Non, je voulais. Tu En voulais. fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, je préparais. Ça faisait 1 an et demi que je préparais avec 2 potes qui sont d'ailleurs à l'heure actuelle au GI. On n'était pas dans le même escadron. Là où j'étais en Rhône-Alpes, on avait 3 gros escadrons. Eux étaient dans le même, moi j'étais dans un autre. Et en fait, on se retrouvait, on arrivait à s'entraîner régulièrement ensemble. Et en fait, tout simplement, parce que j'en ai pas parlé, parce que en étant jeune gendarme, quand tu rentres, t'es élève gendarme. Après, derrière, tu passes monogalon. Et après, tu passes gendarme de carrière au bout d'un certain temps d'ancienneté, si tu veux. Et t'as pas le droit. Normalement, pour moi, tu devrais pouvoir en parler, mais c'est mal vu, si tu veux. Ah ouais. Moi, je l'ai ressenti comme ça dans mon escadron, du fait que si j'arrive et je dis, écoutez, j'ai l'ambition de passer le concours, pas le concours, mais du coup passer les tests GIGN, les anciens, souvent c'est lui, il est trop prétentieux, blablabla. Il faut que tu restes à ta place en arrivant. Exactement, c'est souvent ça. Et en fait, le problème, c'est que je pense que du coup, tu peux freiner, voire dégoûter certains jeunes, tu vois, plutôt que de les motiver. Alors évidemment, c'est pas tous, parce que moi, j'ai connu des mecs qui, au contraire, tu leur aurais dit ça, ils auraient dit, vas-y, je te prends sous mon aile, on va te dire les choses, tu vois. Carrément. On va t'expliquer. Et le truc, c'est qu'en fait, moi, j'avais personne, strictement personne. Et au final, en fait, je me suis pas assez renseigné sur tout ça. Et en fait, tout simplement, j'ai été refoulé carrément en fait au pré-test d'entrée pour le côté médical. D'accord. En fait, si tu veux, quand tu es militaire, ça va être un peu technique. J'espère que ce sera pas trop chiant pour les auditeurs. Mais non, je pense pas, parce que tu vois, c'est un monde qu'on connaît pas, donc Ouais. pas tant en fait au final. Ouais, et en fait, si tu veux, quand tu rentres, dès que tu fais ton entrée en école, si tu veux, tu passes énormément de tests. Les tests de l'audition, tests de vue, etc., etc. Tu vas dans un caisson de son, tu sais, tu dois appuyer sur les boutons, etc., etc. Et en fait, on va te sortir un CJCOP. C'est le terme. C'est des lettres, hein, S, Y, G, I, C, O, P, si je dis pas de bêtises. Et du coup, au final, non, c'est du coup SI plutôt, et après le Y et après. En gros, par exemple, le S, c'est la partie supérieure du corps. Donc, en gros, si t'as pas de problème, t'as pas eu de fracture, pas de soucis de mobilité, etc. En gros, on va te tester tout ça. Donc là, si tout va bien, on te met 1. Ok. C'est la note maximale. Ensuite, la I, c'est la partie inférieure. Le G, c'est le général. Ça fait un peu... Par rapport à toutes tes notes, c'est ce qui va te donner. Moi, par exemple, j'avais 2 parce que justement, j'étais pas parfait au niveau du Y. Le Y, c'est les yeux. D'accord. Moi, en fait, je suis myope. Et quand du coup, il fallait que je regarde dans le truc, ben, en fait, il y avait des lettres que je voyais pas. Et cette myopie, donc la force de la myopie que j'avais fait que j'étais Y4. Y4, c'est simple, si t'es Y5, tu peux pas rentrer en gendarmerie. D'accord. Carrément, tu vois. Ok. Et il aurait fallu que je me fasse opérer ou autre. Et en fait, pour pouvoir rentrer au test gendarmerie, il faut être Y2.
En fait, dans toutes les notes, tu dois pas être au-dessus que 2. Ok. C'est ça. En gros, quand tu rentres, comme je t'ai dit, ils te testent tout. Tu vas avoir, par exemple, toi, t'es bien au niveau du supérieur, donc t'es 1. T'es bien au niveau inférieur, t'es 2. Donc, général, avec les autres notes, c'est pas mal aussi, t'es 2. Y, voilà, tu vois, mais t'es un petit peu myope, léger, très très léger, parce que t'arrives pas à voir la toute dernière lettre, donc t'es 2. Et le C, voilà, c'est autre chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. O, c'est l'audition. Voilà, t'as eu un petit bug à un moment, la toute dernière note, t'as du mal à l'entendre. C'est pas ultra parfait, donc on va te mettre 2, par exemple, tu vois. Et donc, du coup, là, par contre, t'arrives, ils disent OK. Donc, monsieur Rich, ça se dit bien comme ça. Ouais, c'est ça, bravo. Ouais. Et du coup, au final, voilà, donc vous avez 1 et 2 partout, c'est très bien. Vous pouvez donc, du coup, prétendre au test GIGN. Et moi, le problème, c'est que Y4, c'est niette. Et ça, tu n'avais pas vérifié avant que... Non, justement, d'où le problème, c'est que derrière, en fait, même de la base, tu vois, alors que j'étais en train de me préparer à faire tous les tests traction, tous les trucs physiques, de me préparer physiquement, en tout cas, et essayer mentalement, parce que tu peux jamais te préparer mentalement à ce genre de test. Pour avoir les infos de ce qu'ils ont vécu, jamais tu pourras te préparer en avance mentalement. Faut vraiment le vivre pour le croire, et tu pourras jamais prétendre à dire je vais réussir si tu ne l'as pas vécu. Parce que il te pousse tellement loin dans un niveau de souffrance mentale et physique et voilà, où tu es en dette de sommeil, mais genre vraiment de fou, quoi. Là, on parle pas tu as dormi 6 heures. Parfois, tu dors 1 heure ou 2 heures pendant plusieurs semaines. Et au final, voilà, il y en a, ils dorment debout. Hein. Wow. Ça arrive, etc. Et on va vraiment loin. Que derrière ça, tu peux pas savoir si tu vas réussir à l'avance ou pas. Donc là, c'est pour ça qu'il y a vraiment une élite et ceux qui y sont, c'est ouf. Et bref, du coup, je m'étais pas renseigné. Donc ça, c'est de ma faute complet. Ouais. Et après, du coup, quand on m'a dit ça, donc petite claque que j'ai eue. Ça a été dur, ça, à ce moment-là? Après, ouais, forcément, parce que ça faisait 1 an et demi que je le préparais et je savais que en tout cas, physiquement, je me savais prêt. Le reste, après, je te dis, on peut jamais savoir, mais physiquement, je me savais prêt. Et là, quand tu arrives, tu te dis, non, c'est pas possible. D'accord, tu fais, bon, ok. Bon, qu'est-ce que je dois faire, du coup? Alors là, après, ils te réexpliquent, ils disent, bon, vous êtes Y4, il faut être au moins Y2. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois faire valider ta vue comme quoi elle est stable pendant 1 an. Ok. Donc, admettons, t'es -2 de chaque œil. Il faut que dans 1 an, tu sois -2. Si déjà ça a bougé, je pense que ça repousse. Okay. Mais donc, tu dois valider une stabilité pendant 1 an. Une fois ça, tu peux te faire opérer. Donc, tu vas te faire opérer pour essayer d'être de nouveau à 10 sur 10, tu vois. Tu te fais opérer. Après, tu attends 1 an une stabilité. Pour être sûr que t'es pas... Pour être sûr. Ouais. Tu passes en conseil, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un sorte de... Il y a 1 ou 2 réunions par an, là, de personnes qui vont te dire, OK, donc maintenant, c'est tout bon. C'est un sorte de conseil des médecins. J'ai plus le nom en tête. OK, il a fait tout ce qu'il fallait à faire. Donc là, on le met Y2. Il te valide ton truc. Okay. Donc là, tu attends encore du temps. Là, on est sur peut-être plus 3 ans, tu vois. Ah ouais. Et une fois qu'après, là, t'es bon, il te recale ton CJCOP, donc à Y2. Et ensuite, là, tu peux prétendre à passer. Mais ça peut prendre vraiment... Bah voilà. Ouais. Et en fait, moi, ça m'a un peu blasé. Et après, j'ai eu dans le perso, voilà, j'ai mon ex de l'époque a fait que voilà, je partais beaucoup en déplacement parce que j'étais mobile. D'accord. Donc, je partais jusqu'à 8 mois sur 12 en déplacement. Donc voilà, a fait que c'est un peu je bougeais beaucoup, que c'était un peu compliqué. Donc après, j'ai décidé un petit peu de me poser et j'ai eu l'opportunité de passer en police. Okay. Et très rapidement, dans une commune qui me plaisait bien, où ça bougeait, avec pas mal d'interventions. Et à ce moment-là, en fait, j'ai fait la passerelle. Et du coup, j'ai eu des horaires plus, on va dire, plus stables, avec des roulements sur 2 semaines. Et c'est là où tu as instauré une routine pour te mettre exactement. Vraiment c'est exactement à ça. Voilà. Okay. Et là, dès que j'ai arrêté, sur la fin, sur la transition, j'avais déjà un peu commencé les S et les M. Et une fois qu'après, j'ai eu, comme tu l'as dit, mon roulement de 2 semaines où je savais à quelle heure je commençais et plus ou moins à quelle heure je finissais, sauf les heures sup, là, j'ai commencé à mettre ma routine.
Voilà, Ok. c'est ça. Et là, du coup, on arrive, voilà, j'ai dû faire des petites courses en 2017, 2018 un peu pour le fun, et en 2019, ça a commencé à être un peu plus sérieux. Plus sérieux, ouais. Ouais. T'as eu tes premiers gros résultats, on va dire. Ouais, bah, on va dire que je me suis qualifié pour les mondiaux de 73 alors que j'avais fait un seul half avant. Ok. Encore à l'époque où les slots, c'était compliqué de les avoir. Je me souviens, je crois que mon premier half, c'était à Aix-en-Provence en 2019. Je fais 10e de ma catégorie d'âge et j'étais le dernier parce que sur ma catégorie d'âge, ils en proposaient que 10. Ok. Et j'étais le dernier à être qualifié, donc très fier. Et ensuite, après, bon, l'Ironman, donc le championnat du monde en 2019 qui était à Nice. Mhm. Je l'ai fait en mode pas trop de près parce qu'en plus là j'étais en école police, donc c'était un peu compliqué pour moi, que je passais d'ailleurs à Montpellier, et c'était un petit peu compliqué pour moi de le préparer, mais déjà j'étais content de le faire, j'ai vécu un très bon moment, et voilà. Et là je me suis dit vas-y, faut que j'essaie quelque chose. Ouais, à la fond. Ouais. Là, t'es vraiment à la fond, quoi. Ouais, et après, du coup, là, j'ai commencé. Bon, il y a eu la période Covid qu'on connaît tous, Ouais. justement. Bon, après, moi, je bossais toujours parce que forcément, je faisais partie des gens qui devaient contrôler les attestations. Tous ceux qui sortaient sans. Ouais. Oh là là, tu sais, bon, écoute, ça, il fallait le faire. Ça faisait partie du taf. Et donc, du coup, je bossais. J'étais pas toujours chez moi. J'ai pas eu, on va dire, entre guillemets, cette chance, parce que si derrière, tu peux rester chez toi, là, pour le coup, tu peux vachement quand même t'entraîner. Ouais, hein. tu fais du entraîneur, des choses Ah comme ouais, ça. tu t'entraînes un peu comme un pro. Tu as le rayon de 1 km pour t'entraîner au moins 1 heure par jour de cap. Et après, bon, la natte, ça aurait été compliqué, mais on peut tous tabler à ça, tu vois, avec d'autres exercices. Clairement. Et après, voilà, j'ai fait mon évolution, et je crois que j'ai fait mon premier Ironman complet en 2021 et que j'ai pu remporter en amateur. Énorme. Et Premier Ironman, première place. j'ai quoi. pu remporter ma première victoire. Et alors, il n'y avait pas les pros, faut que je le précise aussi. Il n'y avait pas les pros cette année-là. Alors, parce qu'en fait, selon les Iron qu'il y a, parfois, il y en a, ils vont avoir les pros plus les amateurs. Et j'ai eu de la chance ou pas. Mais en tout cas, sur cette course-là, c'était à Vitoria-Gasteiz. Cette année-là, il n'y a pas eu de pro. Et en fait, l'avantage quand il n'y a pas de pro, c'est qu'en fait, le premier amateur est vachement mis en avant, tu vois. Carrément. Et j'ai eu cette chance, du coup, de pouvoir soulever cette banderole. Parce qu'il n'y avait pas de pro devant moi, parce que sinon c'est le premier pro qui va soulever la banderole, et toi, même si tu fais premier amateur, tu soulèveras rien du tout, Ouais, et tu vas passer un peu à la trappe. Ouais. Donc j'avoue que j'ai eu un petit peu cette chance, donc de concours de circonstances, qui a commencé à me mettre un petit peu en avant, tu vois. C'est deux classements différents? Classement pro, classement amateur? Alors ou ouais, c'est- tu vas avoir les classements différents, et après tu as les classements overall. Après, ça dépend comment toi tu veux aussi te situer. Ok. Par exemple, comme tu dis, un amateur qui veut juste rester en mode je veux faire mon truc, et je fais comme je peux parce que j'ai une vie de famille, et ça me fait plaisir de faire des Ironman parce que ce sport me fait plaisir, mais je peux pas plus aller chercher plus loin. Mhm. La personne va juste se focaliser sur son groupe d'âge. Donc les groupes d'âge, c'est 18-24, 25-29, 30-34, etc. Et moi, à chaque fois, je me focalise sur l'overall. Donc en fait, en comptant Classement général, le classement général avec les pros. Et donc là, j'avoue, j'ai eu cette chance. Donc j'ai pu me qualifier. En plus, du coup, j'ai eu le slot automatiquement parce que je gagne pour Hawaï, que j'ai fait en 2022. Et justement, en 2022, tu vois, pour faire la comparaison, je refais Vitoria-Gasteiz avec les pros. Ok. Et là, je fais 8e de la course. Waouh. Donc t'étais devant des pros. Ouais, j'étais devant des pros. Ouais. Je fais 8e de la course, donc avec les pros. Et là, pour le coup, tu vois, comme je te disais, tu soulèves aucune banderole, ça passe un peu plus à l'as. Et après, au classement général, par rapport au classement avec les points PTO, je sais pas si ça te parle. Pas du tout. Donc en fait, PTO, c'est une organisation privée qui essaye au mieux de rassembler toutes les courses qu'il y a à l'international, forcément en prenant en compte que l'élite. Ok. Donc en amateur, tu vas pas rentrer en compte. Mais grosso modo, il faut que tu sois reconnu comme élite, en tout cas. Et après, en fait, selon les courses, ils vont t'attribuer des points. Et tous ces points vont te donner un classement général mondial. Ok, comme l'ATP au tennis, en fait. Exactement. Okay, moi, par exemple, à l'heure actuelle, je crois que je suis 230, 250e mondial. Mondial, ok. Ouais. Donc, du coup, au final, et là, par exemple, pour te redonner cet exemple, quand j'ai fait 8e, vu que j'étais pas dans le classement pro mais que amateur, donc forcément si tu regardes l'overall en comptant les amateurs, tu vas dire c'est cool. Mais par exemple le classement mondial, ils s'en foutent. Il m'a viré le 9e pro, passe 8e de la course. Ok.
et il a les classements et surtout la prize money. Ok, ouais. Parce que ça, Ce faut qui pas compte oublier quand que ça même. compte aussi. Ouais, Moi, c'est là, clair. tu vois, là, j'aurais pu y prétendre, mais que si j'avais été pro. Donc, en fait, au final, voilà, là, je me suis dit, cette année-là, elle s'est plutôt bien passée pour moi parce qu'en fait, je crois que j'ai remporté la plupart des courses en amateur overall. Donc là, je parle bien amateur overall, sauf celle d'Hawaï où je finis 6e amateur mondial. Et de mon groupe d'âge, c'était 4e. Ok. Et en 30-34, qui est quand même un groupe d'âge où il y a quand même beaucoup de densité, Ouais, tu vois. c'est là où tu commences à être un peu dans ton Ouais, pic c'est ça, de parce qu'en forme, quoi. fait, l'Ironman, vu que c'est un sport d'endurance, souvent, en fait, alors parfois, il y en a qui vont te donner tort parce que tu vois encore des jeunes qui sont très très forts sur Ironman. Regarde Sam Laidlow, le champion du monde, il a genre 25 ans ou 26 ans, Ok. et le mec, il est juste exceptionnel. Donc il a encore Mais oui, il a une encore de belle la progression. ouais. Mais de manière générale, en fait, plus tu prends de l'âge, plus tu es résistant. Carrément. C'est ça. Tu regardes les femmes, ça a été scientifiquement prouvé qui forcément c'est différent via les hormones par rapport à nous, Bien sûr. que plus elles prennent de l'âge, plus elles sont exceptionnelles. Genre tu prends Anne Haug, qui est une des meilleures triathlètes du monde, qui a gagné Challenge, qui est un autre circuit privé par rapport au label Ironman, Ouais. donc c'est le label Challenge, à Roth, c'est une course en Allemagne, elle fait 8h02 l'Ironman. Sincèrement, c'est exceptionnel. Non, mais bien sûr. Et elle fait, je crois, par rapport avec les hommes, je crois qu'elle fait top 10 avec les hommes pros, hein, Waouh. je te parle. Impressionnant, et ça. elle a 41 ans. 41 ans. Voilà. Wow. Ok. Donc en fait, et là par exemple, je sais plus, je crois que c'est dans l'Ultra Trail, t'avais une femme qui avait battu énormément d'hommes. J'ai plus les noms là comme ça, mais ça peut se trouver. Énormément d'hommes sur la course et qui était rentrée dans les classements elle avait pareil aux alentours de la quarantaine, parce que plus elles prennent l'âge, plus elles deviennent vraiment exceptionnelles au niveau résistance et tout ça, tu vois. Bah là, il y a Courtney Dauwalter Voilà, elle aussi. Qui est dans toujours le top avec les hommes. Elle a presque 40 ans. Voilà, c'est dingue. donc c'est ça qui est assez exceptionnel. Et puis du coup, je sais pas pourquoi j'ai digressé sur ça. Non, mais voilà. c'est hyper intéressant parce que l'Ironman, on en entend beaucoup parler, mais tu vois, si tu veux les détails, on les a pas. Ok. Et donc, tu parles beaucoup du passage au pro. Je pense que c'est quelque chose que tu vas essayer de chercher sur les prochaines années, de passer pro. Ben, en fait, là, du coup, moi, à partir de 2022, je me suis dit, tiens, en 2023, j'ai envie d'essayer et de rentrer en catégorie pro. En fait, si tu veux, le fait d'être en catégorie pro, c'est grâce à tes résultats. En fait, après, tu vas montrer à ta fédération. Alors, même si dans longue distance, on n'est pas du tout dépendant de la fédération, contrairement aux courtes distances ou par exemple à d'autres sports où tu es tout de suite interdépendant à la fédé, que ça soit par exemple le foot, on parle toujours de la FFF, le rugby, etc., etc. Nous, dans le longue distance, t'as un désavantage et un avantage. Le fait que on ne soit pas dépendant d'eux, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Okay. Si on n'a pas de compte à leur rendre, on peut prendre nos décisions. Si demain j'ai envie de pas faire les championnats de France et de faire une autre course ailleurs parce que ça me fait plaisir, ils vont pas m'en tenir rigueur, tu vois. Okay. Mais par contre, pour avoir les attestations comme quoi tu es athlète de haut niveau, c'est hyper compliqué. Et d'être reconnu par l'État, encore plus. J'ai été plus facilement, à moindre niveau, reconnu athlète de haut niveau quand j'étais cycliste. Donc là, je te parle en liste ministérielle. Hein. Okay. Comme là, à l'heure actuelle, là, je suis pas reconnu en liste ministérielle comme athlète de haut niveau. Alors que tu as des résultats. Alors que j'ai des résultats qui sont corrects. Quand même. Mondialement, oui. Ouais. Quand même. Et du coup, au final, même Sam Laidlow, champion du monde. Alors, si un jour il écoute ce podcast, ou si d'autres qui écoutent et qui suivent mieux, ou qui ont ces informations-là, nous diront en commentaire. Mais je crois que lui, pareil, n'a même pas cette attestation-là. Mais après, il n'en a pas besoin parce que il a les sponsors et puis surtout il est champion du monde Ironman sur label. Alors après c'est un label privé, mais ce label privé en fait il est tellement énorme que derrière la retombée elle est énorme, que ça soit médiatique, que ça soit de sponsoring ou autre. Bien sûr. Donc en fait j'ai envie de te dire il s'en fout. Donc voilà, c'est un peu compliqué ça, parce que toi ce label sportif de haut niveau t'aiderait par exemple à aménager des horaires sur ça la partie pourrait pro. Ça dépend en fait.
t'as certaines, si on parle dans le public, Mhm. t'as parfois certaines entreprises qui attendent comment dire, cette attestation. Ouais. Mais le problème, c'est que dans notre sport, c'est hyper compliqué de l'avoir. En fait, les critères pour l'avoir, il faut être sélectionné pour les championnats de monde ITU, ETU. Alors ITU, c'est international, ETU, c'est Europe. Grosso modo, c'est une course par an et t'as que 2 athlètes hommes, 2 athlètes femmes sélectionnés. Ok. Et donc, tu vois, sur la densité nationale que nous, on a, sachant que je fais quand même pas partie non plus du top français, je peux t'en citer plein qui sont exceptionnels Mhm. et qui sont bien plus forts que moi. Et ils en ont sélectionné que 2 dans ceux-là. Hein. Waouh. Sam, par exemple, je pense qu'il a dit non. Mais voilà, ils en ont sélectionné d'autres. Et là, du coup, tu as le côté, faut être fort. Et après, comme je t'ai dit, tu as peut-être le côté, faut connaître. Connaître un peu les bonnes personnes. Voilà. Et donc, et là, après, donc, tu as cette condition-là. Donc déjà, la sélection compliquée, d'être sur les listes. Et ensuite, c'est de faire top 8 dans ces courses-là. Donc même si par exemple tu es sélectionné et que tu passes à côté de ta course pour X ou Y raison, hein, parce que tu as crevé ou autre, et tu recevras même pas ton attestation. Ok. Ouais, donc c'est quand même compliqué. Ouais, pour moi c'est beaucoup trop compliqué et je trouve que c'est pas assez aménagé par rapport à tout l'investissement que chacun on met. Bon, Sincèrement, on en au vu du parlait, niveau, en vrai, au vu de comment évolue le longue distance, moi je dirais, tu vois, je suis l'État, je me dis ok, je dis n'importe quoi, les 15 premiers nationaux ou à la limite le top 150 mondial, français évidemment, qui sont dans le top 150 mondial, on leur met chaque année, on leur renouvelle. Ou on leur donne droit parce que du coup, on parle quand même du monde. Et en fait, parce que ce qui prime dans le longue distance, c'est le circuit privé. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. On s'adapte sur ça et tous les athlètes, les meilleurs mondiaux s'adaptent sur ça. Mais on en parlait, Personne, sincèrement, tu verras jamais les meilleurs mondiaux à l'heure actuelle. Rudy Von Berg, je sais pas, je peux t'en citer plein. Lionel Sanders, etc. Être sur les championnats du monde ITU, ils s'en foutent. Ouais, Eux, ils visent Hawaï ou ils visent le 73 mondial, qui eux, chaque année, ça change. Okay. Donc, mais parce qu'ils ont les retombées privées. Exactement, c'est ça. C'est ça. Donc, malheureusement, c'est compliqué pour nous. Ce qui fait que justement, moi, je me considère à l'heure actuelle comme semi-pro. En gros, si tu veux, je pourrais dire que je suis triathlète pro au vu de mes résultats. Bien sûr. Parce que du coup, je l'ai fait. Donc, tu as des grilles pour pouvoir rentrer dedans. Mais je me dis semi-pro parce qu'en fait, je n'en vis pas. Je suis encore obligé de bosser à 100% pour pouvoir en vivre. Et après, là où justement c'est compliqué, c'est trouver ses sponsors pour pouvoir vivre de notre sport. Carrément. Et être meilleur, pouvoir mieux représenter son pays ou les sponsors qui nous aident, etc. etc. Complètement. Bah, tu as des sponsors, mais c'est pas suffisant pour. C'est ça. Ouais. C'est ça. Après, tu vois, justement, je m'estime heureux. Je les remercie vraiment de tout mon cœur, de tous ceux qui m'aident à l'heure actuelle. Ils m'aident vraiment pour la personne que je suis, les valeurs que je représente et ce que je dégage en termes de personnes et ce que j'essaye de montrer aux gens. C'est pour ça qu'ils me suivent. Mais avec parfois des sommes, on pourrait dire anodines, mais peut-être pour eux, ça allait pas, tu vois, parce que voilà, donner de l'argent, c'est de l'argent qu'ils mettent pas ailleurs dans l'investissement autre. Donc c'est pour ça, moi, je suis hyper heureux de les avoir et j'ai la chance de les avoir. Et surtout, c'est des relations de confiance. Et ça, c'est ce que je veux primer. Je préfère avoir que 200 € par mois pendant 10 ans et entre guillemets c'est tout que une fois 15 000 €, tu vois. Ouais, ok. Vraiment. Que ça juste balancé comme en fait, ça. voilà, parce que parfois t'en as qui balancent un one shot, mais derrière oui, pour la saison ça peut être super cool, mais une saison d'athlète de haut niveau c'est du long terme. Et moi après c'est compliqué quoi. Ouais, et puis moi je préfère avoir ce côté confiance, du coup que je leur apporte ce qui eux ont besoin et si ça leur fait plaisir et moi ça me fait plaisir et ainsi de suite. Je pense que c'est le but. Je pense j'appuie vraiment sur cette relation humaine et cet échange, tu vois. Carrément. À chaque fois, moi, tous ceux qui me donnent, dès que je fais des choses, que je pars en stage ou que je fais une course ou autre, je leur envoie des photos, je leur prends des nouvelles. Voilà, je veux qu'en fait, ils sentent qu'ils sont intégrés dans ce projet-là, tu vois. Et que
c'est pas une ligne de marque comme Oui. n'importe qui, tu vois. C'est pas juste le porter sur le t-shirt, tu Exactement. fais vivre aussi l'expérience. Exactement. C'est Mm. exactement Mm. le but. Et même en début d'année, tu vois, je suis allé au Saharaman, voilà, qui est une course en Algérie, voilà, pas d'un gros label, mais peu importe. Et si tu veux, un de mes sponsors, si tu veux, travaille là-bas en Algérie, Ok. aussi, a un impact là-bas, Format Rail. Et au final, on y allait tous ensemble. Et on Excellent. a vécu le truc à fond, tu vois. C'est trop bien ça. Et en plus, j'ai eu la chance de gagner. Tu vois, j'ai pu gagner là-bas par rapport aux triathlètes, du coup, de mon marocain, etc. Donc, nord-africain. J'ai pu gagner et du coup, j'ai pu leur faire honneur. On a vécu une super semaine. C'est une super aventure, voilà. ça. Et ça, tu vois, c'est une aventure humaine de fou. Carrément, Et carrément. ça, je l'aurai toujours dans ma tête. Parce qu'en plus, voilà, sur 23 km, normalement, c'est un semi, mais là, ça a été 23 bornes. Sur la partie course à pied, j'ai couru, je crois, au moins 18 bornes dans le Sahara. Bah, tu vois, toi qui veux faire le marathon des sables, bah, autant te dire que je te dis bon courage parce que je sais ce que c'est de courir dans le Sahara et je te dis ça m'a fait mal. 23 km, ils t'ont rajouté 2 km de plus, quoi. Ouais, là en plus ils ont fait ça parce qu'en fait tu faisais la boucle et en fait voilà, ça a fait, mais c'est dans le sable qui fait que c'est pas un sable dur où tu t'enfonces à chaque pas. Tu perds de l'énergie. C'est l'horreur, c'est horrible. Et puis plus la chaleur et tout. Mais en tout cas, c'est une expérience de malade. Tu vois, moi, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai vécu et tu vois, j'ai pu voir une ville, la ville qui supportait la course de l'organisation. C'est une toute petite ville, genre, il y a peut-être 3 gros hôtels qui ont dû se créer au fur et à mesure du temps, mais tout le reste, tu vois que c'est hyper local. S'ils sont 300 habitants, c'est bien, tu vois. Et on a pu faire plein de choses, vivre des choses de fou. Voilà, voir le coucher de soleil dans le Sahara en buvant un thé. C'est ça aussi le sport, en fait. Ça t'amène à vivre des expériences comme ça. Et c'est ça aussi, c'est pourquoi je suis content de le faire. Et là, tu vois, avec eux, on essaye parfois de trouver d'autres orgas, parce qu'en plus, c'est un peu des sportifs. Donc forcément, c'est ceux qui touchent à ça, tu vois. Et là, on va essayer de pouvoir se faire quelque chose d'autre ailleurs ensemble, tu vois, pour essayer de vivre d'autres trucs. Trop bien. Et voilà, c'est ce que j'apprécie d'avoir. Donc voilà, on continue d'avancer dans ce sens. Et tu es licencié aussi à l'AS Monaco, j'avais vu ça. Alors j'ai été pendant 2 ans et là cette année, donc ça n'a pas été encore annoncé parce qu'en fait la transition est un peu compliquée dans le sens où mon nouveau club qui est aussi à Monaco, qui s'appelle Monte Carlo Triathlon, en fait ils sont en restructuration à l'heure actuelle et en fait j'ai changé parce que le projet Monte Carlo Triathlon, c'est pour ça que je suis resté dans l'univers monégasque, mais leur projet justement d'essayer de monter un team pro aussi, trop bien pour toi, ça. axé sur aussi la personne pour pouvoir nous aider et eux du coup pour pouvoir les représenter et les faire monter parce qu'ils sont encore pas trop connus, m'a beaucoup attiré et je m'entends très bien avec les personnes là-bas, donc du coup on sera 2 pros. Donc on est 2 pros à l'heure actuelle, mais voilà, j'espère qu'à partir de l'année prochaine on arrivera à avoir la structure, c'est sûr qu'elle sera mieux structurée et on va essayer de mettre au devant ce club, tu vois. Et ça c'est top, et ils te demandent pas d'être sur place, d'être à Monaco, tu peux rester à Si, on a, alors c'est pas dormir sur place évidemment, sincèrement c'est très rare dans le triathlon longue distance, il y a peu de gros clubs qui soutiennent les triathlètes pros en France en tout cas. T'en as certains qui vont essayer de donner au maximum, hein, ils font ce qu'ils peuvent parce qu'il faut pas oublier que c'est des associations sportives. Et en tout cas dans l'engagement que j'ai avec eux, c'est d'essayer de me déplacer au moins une fois sur Monaco. Et là, je l'ai fait, tu vois, cette année, je me suis déplacé sur 3 jours avec eux où du coup, on a fait du contenu, on a partagé avec les dirigeants là-bas. Tu vas te présenter et tu parles avec eux et t'échanges et tu passes un bon moment. Et après, derrière aussi, nous, notre but, c'est forcément quand tu passes
à ce niveau-là, tu as une image de marque que tu dois leur donner aussi. Du coup, on a fait du contenu pour qu'ils puissent l'utiliser après pour eux et présenter aux sponsors aussi quand ils vont chercher les sponsors. Clairement. Et tout ça, tu vois. Donc oui, il y a quand même un engagement derrière qu'il faut, et puis c'est normal. Pour moi, c'est tout à fait normal. Ils nous aident, ou du moins ils essayent au maximum. Alors nous, derrière, il faut qu'on rende l'appareil. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est marrant que tu parlais de contenu parce que tu as une chaîne YouTube que j'étais allé voir, et ça m'amène sur le sujet de l'organisation, parce que t'as ton métier de policier, des entraînements, du contenu, des sponsors que tu dois aller voir, justement du club et tout. Comment tu organises tes journées? Donc au début du podcast, j'avais compris que tu faisais jour et nuit. Mais est-ce que tu peux être un peu plus précis, tu vois, sur tes horaires et tes plans? Alors si tout va bien et que par exemple on va dire que j'ai pas de contenu à faire, par exemple là on va prendre cette session là, je vais me lever le matin à 9h du matin, je vais commencer mon premier sport à 10h et je vais le terminer, je vais faire 2 à 3 sports et que je vais terminer vers 15h. De 15h à 15h30, je me fais à manger pour midi soir, je mange, je me douche, je pars. 30 minutes? 30 minutes, pas mal. Pas mal. En vrai, je suis assez fier. Des fois, je dépasse à 35 minutes, voilà. Mais j'essaye de faire ça très vite. Et du coup, je pars à 15h30 au boulot, j'arrive à 16h. Et du coup, je travaille jusqu'à 1h30. Et après, je rentre à 2h15, le temps de me doucher, me brosser les dents, tout ça, au dodo. 2h15, j'espère. Et donc là, tu vois, j'ai déjà calé jusqu'à 2h30, 3h d'entraînement et ensuite à minimum, et après derrière j'enchaîne le boulot. Après là où je peux optimiser des choses, c'est par exemple quand je travaille sur 9h30, forcément il y a des moments où on fait des pauses. Voilà, on n'est pas capable d'être ultra concentré même dans une voiture pour pouvoir observer tout ce qui se passe non-stop. C'est humainement impossible. Ouais, bien sûr. Voilà, bon courage à ceux qui arrivent à être concentrés sur l'ordi 9h30 d'affilée sans prendre une pause pour aller prendre un café et discuter avec leurs collègues. Je te rassure que ça n'arrive pas. Ouais. Donc voilà, nous c'est pareil, on est des humains, donc il y a des moments où on fait des pauses, et parfois justement sur ces pauses-là, plutôt que je sais pas, être sur l'ordi ou autre, et là je vais prendre du temps pour écrire du contenu. Donc là, tu vois, les posts que tu as pu voir sur LinkedIn, quand je réfléchis à tout ça, je les prends sur ces temps de pause. Et même parfois, donc sur 9h30, on va prendre 2, 3, 4 pauses, ça dépend comment on découpe, tu vois. Et puis parfois, en fonction des interventions, je vais prendre une pause, je vais écrire mon texte, par exemple. La deuxième pause, je vais le relire, je vais le peaufiner. Et là, à la troisième pause, je vais le publier et le programmer. Tu vois, et en mettant la photo que je veux bien. Et du coup, là, par exemple, je sais que j'aurais fait quelque chose pour mon contenu ou autre. Ensuite, pour ce qui est Instagram et YouTube, donc YouTube, forcément, j'ai ceux qui m'accompagnent pour pouvoir me filmer et tout. Tu peux pas faire ça trop tout seul, tu vois. C'est compliqué. Clair. Donc voilà, c'est des amis proches qui se sentent concernés par mon projet et avec qui comme j'ai dit, j'ai une très bonne relation avec eux, où pareil, on se comprend et ils veulent m'aider, tu vois, vraiment dans ce côté-là, c'est génial, où ils me donnent de leur temps justement, en disant écoute, quand on se voit, on va partager un entraînement ensemble, mais en même temps, du coup, je vais faire un peu le contenu. Le contenu, et te filmer, et après derrière faire le travail en plus derrière de montage. Ouais, ça prend du temps. Qui prend vachement de temps. Et donc pour ceux qui voudront regarder, c'est pour moi, je trouve que c'est du très bon contenu. Évidemment, le but c'est d'être le plus qualitatif possible. Bien sûr. Et pouvoir apporter des choses, mais aussi donc pas en faire en masse, parce qu'on pourrait en faire en masse, mais c'est pas le but en tout cas. C'est pour ça qu'il y a pour le moment que 5 vidéos. Mais au fur et à mesure, on essaiera d'être constant. Et si ça doit sortir tous les 3 mois, ça sortira tous les 3 mois pour regarder cette qualité et l'apport. Et du coup, donc j'ai ces gens-là qui m'entourent et dont alors parmi les deux, donc il y a Richard qui a la chaîne Be Iron, qui lui m'a fait mes premières vidéos. T'as Anthony, qui est un ami à moi, qui du coup, lui m'a fait le dernier vlog, et on va continuer à faire une chaîne de vlog sur ça. Et en plus, ils m'aident sur la création de contenu Instagram. Okay. Et j'ai une autre amie
qui a je vais lui faire un petit peu de pub, qui a sa chaîne son entreprise de com, s'appelle Foxlycom, qui s'appelle Margot, qui elle aussi m'aide dans ça. Donc généralement, là C'est maintenant. avec elle que tu as fait le site web? Non, le site web, c'est Anthony. C'est Anthony, ok, bah, il est top. Hein. Il est top, j'étais assez surpris. Ouais, il est très bon. Hein. Ouais, c'est vraiment chouette. Ça te met bien en avant. Et ben, dis-toi qu'il m'a offert ce site, je crois que pour Noël 2022 ou 2023, je sais plus. C'est un beau cadeau. Genre, ah ouais, je te jure. C'est un beau cadeau. J'étais trop. Ça m'a donné beaucoup d'émotions, tu vois, de me dire, il m'a dit, attends, je te prépare un truc pour Noël et tout. Et je fais, bon, ok, ouais, ben, t'es pas obligé, tu vois. Et en fait, il m'a dit, bah, tiens, voilà, un site web. J'étais là, je fais, mec. Non, mais il est top, et je pense que même pour tes sponsors, enfin ta recherche de sponsors et tout, ça doit être pratique. Non, mais c'est le but. Maintenant, ça fait partie du jeu. Il faut pouvoir, ceux qui aident, il faut qu'on les mette en avant pour les remercier et autres. Et c'est le but qu'il y ait un retour sur investissement, parce que c'est pas toujours facile dans un sport qui est niche comme le triathlon. C'est sûr. Et encore plus le longue distance, où du coup t'es pas au JO, donc il y a moins de visuel. Là, par exemple, pour trouver d'autres sponsors, c'est hyper compliqué. Tous sont axés sur les JO. S'ils veulent aider le triathlon, par exemple, ou même peu importe d'autres sports, ils vont se dire, ok, quel sport va avoir de la retombée sur nous? Ça se comprend. Moi, je comprends ce côté-là pour qu'il y ait de la retombée visuelle ou médiatique, bien sûr. Voilà, bien sûr. donc tu as le côté, forcément, là, à l'heure actuelle, les JO Paris 2024, ils sont tous bookés là-dessus. Moi, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit, on aide déjà des gens qui sont sur les JO. Ouais. Et ben, c'est normal. T'as raison, feu. C'est clair. Et c'est filmé coup, voilà. les courses à Ironman parce que tu vois, l'UTMB, par exemple, moi, je le regarde maintenant sur l'équipe où je suis les courses et tout. Est-ce que l'Ironman, t'as la même chose? Ouais. Et en fait, c'est ça que l'avantage aussi, car l'évolution du triathlon longue distance, donc là c'est pour s'il y a des entreprises qui écouteront, qui est plutôt cool, c'est que en fait avant, sincèrement, moi pareil, quand j'ai commencé, je savais pas plus que ça, tu vois, je savais juste que t'es un Ironman, c'est un titre que t'as quand tu le finis, entre guillemets, dans ta tête, ta petite médaille, et ça s'arrête là. Mais maintenant, avant il y avait que Hawaï qui était filmé, ou parfois certaines petites courses, certaines petites orgas qui étaient très bien. Mais là, maintenant, tu as carrément l'équipe 21 et Eurosport qui ont racheté des droits. Donc en fait, pour certaines courses, donc en fait les grosses courses, Vitoria-Gasteiz que je t'ai parlé, que j'ai fait 2 fois, elle est passée, je crois que c'était le 7 juillet. J'ai vu, elle est passée à la télé. Je t'ai vu arriver sur le marathon. Alors c'est sur l'équipe live, quand t'as pas Eurosport, c'est sur l'équipe live, donc forcément faut aller sur l'ordi et sur l'équipe live, ce sera pas sur l'équipe 21 de la chaîne TNT, mais c'est sur l'équipe live et puis voilà. Et là aussi encore plus, t'as un autre circuit international, le Tessan, je sais pas si ça te parle. Non, c'est un autre circuit. Okay. Qui a été créé. Donc il y a 3 gros circuits en privé. Et là, par exemple, là il faut soit Eurosport, soit s'ils appellent ça GCN+, en gros tu payes leur application là, tu sais, t'as un truc. Et voilà, si t'as Eurosport, là t'as moyen de voir. Et là du coup ce week-end t'as le Tessan Londres qui est le samedi, c'est 15h heure française les filles, dimanche 15h heure française les garçons. Ok. Donc en fait les maintenant, entreprises qui écoutent, ça passe aussi à la télé maintenant, donc c'est intéressant. Ouais, ça passe à la télé, ils font en sorte de, tu vois, justement que ça évolue, parce qu'en fait il y a beaucoup plus de participants et il y a beaucoup plus d'organisations aussi qui se créent. On voit avant en France, je dis n'importe quoi, je pense que t'avais que Nice limite, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et maintenant t'as les Sables qui est incontournable, du coup Nice encore incontournable, qui maintenant en plus a chopé 1 an sur 2 les championnats du monde, parce que bon, à Hawaï, je pense qu'en fait il y a tellement d'athlètes justement que en fait sur une île ils pouvaient pas faire 5000 athlètes. Bon, après tout se discute, le fait que est-ce que parce que il y a beaucoup de personnes qui disent l'argent coûte que coûte pour le label qui est privé, faire du bénéfice. Donc en fait, plutôt que de dire on bloque à 2500 athlètes pour que ça soit viable pour l'île ou un championnat du monde, en fait ils préfèrent avoir du monde et couper en 2, tu vois. Ah oui, d'accord. Mais ça, je trouve ça un peu dommage, ça c'est que mon point de vue, où je trouve que derrière ils auraient pu faire moins de slots, moins de qualifiés, et du coup que ça soit toujours sur l'épreuve mythique à Hawaï. Bon, après Nice c'est très bien, hein, mais en fait à Hawaï c'est là où a été créé en fait le triathlon. Ouais, en fait, mais de toute façon, même si tu connais rien, Hawaï, tu sais qu'il y a un Ironman. Ouais, voilà. Et en fait c'est là qu'est la genèse du triathlon et de l'Ironman. Ah, je savais pas ça. Ouais. Okay. En fait, si tu veux, alors j'ai plus l'année exacte, mais si tu veux, c'était les Navy Seals qui étaient sur place là-bas à Hawaï. En fait, ils se disputaient pour savoir qu'est-ce qui était plus dur
choisir entre faire à la nage les 3800 mètres ou le Tour de l'île à vélo ou courir C'est ça dans l'origine l'île. de le... Et en fait, un des commandants, ou je sais plus quel grade c'était, mais ça se trouve sur Wikipédia, hein. Okay. Mais grosso modo, il a dit écoutez, je vais tous vous mettre d'accord, vous allez enchaîner les 3. Et celui qui finira ça, il s'appellera un Ironman, l'homme de fer. L'homme de fer, énorme. Et du coup, c'est de là que ça a été créé. Et au début, les mecs, ils étaient en slip, débardeurs, et ils étaient 10 au bord à la ligne de départ, tu vois. Et après, ça a grossi, et maintenant, on est sur des courses à 5000. C'est fou. Départ, tu vois. C'est fou, et ce qui est bien, c'est que ça grossit. Et après, il y a aussi tout ce côté technique, le vélo, l'aéro, les chaussures qu'on connaît tous, même pour la course à pied pur, etc., qui évolue. Et en fait, on évolue vachement et c'est cool. C'est professionnalisé, c'est clair. Ah ouais, c'est clair. Et je vois que le temps avance. Non, mais t'inquiète, vite. là, en vrai, pas de souci. Je voulais passer un peu sur la partie mentale de l'Ironman. Donc, vu la difficulté des épreuves, forcément, tu as un gros mental. On en parlait un peu hors podcast, mais tu me disais que toi, tu n'avais pas de préparateur mental. Non. T'es pas suivi. Mais en fait, tu le fais instinctivement seul, notamment sur la visualisation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Alors, ça, c'est vrai que c'était quelque chose que j'ai toujours fait instinctivement, alors qu'on me disait que c'était une des parts de la prépa mentale pour les personnes qui ne le faisaient pas instinctivement. Mais grosso modo, moi, c'était pour les transitions, comme je t'expliquais, et aussi pour même la course de manière générale. Souvent, en fait, la veille de course, le soir, je me pose tranquillement dans mon lit et en fait, je me fais les mouvements et les étapes dans ma tête. Donc, pour les transitions, par exemple, je me vois déjà arriver, par exemple, en sortant de l'eau, je me vois arriver dans le parc à vélo. Parce qu'en fait, dans le parc à vélo, tu as beaucoup de vélos, parce que tu as beaucoup de monde. Et en fait, tu peux arriver, si je pense que tu le fais un peu trop à l'arrache, à louper ton vélo. Et tu peux trop loin, en fait. Soit trop loin, soit pas assez loin, et parfois te perdre. Parce que parfois, tu vas rentrer dans un box, je dis n'importe quoi, et ça va de 1000 dossards à 1100 dossards. Et toi, tu es par exemple 1200, mais tu vas rentrer dans le 1000. Parce que du coup, t'as pas fait cette visualisation. Et là, tu perds du temps, Et après, en fait, tu fais toute la ligne et en fait, tu dis merde, je suis dans la ligne d'à côté. Et ça, forcément, c'est quelque chose que j'ai quand même vécu au début quand je faisais des SCDM où je faisais à l'arrache et voilà. Et en fait, j'ai vu que cette visualisation, donc de visualiser mon arrivée quand j'arrive à mon vélo et du coup que derrière j'enlève ma combinaison, que je fais ces mouvements de je mets mon casque, etc. Du coup, m'aide à ne pas me louper. Du coup, je sais directement où je dois aller, ce que je dois faire. Et en fait, c'est ancré dans ma tête. Les mouvements sont ancrés et je le fais de manière, entre guillemets, plus rapide, ou du moins, je me loupe pas. Automatique, c'est automatique et ça me fait pas perdre du temps. Pareil pour la deuxième transition, la T2, pour le vélo à la course à pied. Et ensuite, après, c'est des choses que je fais automatiquement, instinctivement, la veille, au soir, au minimum, tu vois. Ça, tu t'es mis à le faire justement parce que quand tu faisais les S et les M au début, tu te plantais ou parce que tu as lu des choses en te disant ah tiens, c'est pour être pas mal que j'essaie. Non, c'est parce que je me plantais et après j'ai vu que en fait ça marchait, c'est une solution qui marchait. J'avoue que je m'étais pas intéressé à cette époque, mais c'est des choses que ouais, c'est un peu comme quand tu révises quelque chose, tu vas faire un peu la veille pour le lendemain, parfois pour réviser certaines choses. Là, c'est un peu la même chose. Ok, je suis à tel là, parfois. Bon, maintenant, ils essayent quand même d'aiguiller en mettant sur les racks, ils mettent les chiffres déjà. Mais plutôt que d'arriver à bloc, t'es à 170 pulses et de devoir te mettre à réfléchir, et là, moi, je compte, je suis au deuxième rack, tu vois. Donc, tu fais 1, 2, hop, tac, t'es ici, tu sais que t'es là. Est-ce que la veille, quand tu amènes tes affaires, tu essaies de prendre des points visuels Ouais, c'est ça. Tu essaies de voir un peu et de mémoriser en fait toute cette arrivée. Exactement. Pour le soir, et tu vois, j'essaye de l'expliquer dans la deuxième vidéo là, de YouTube où je suis à Platja d'Aro, là, au championnat d'Espagne. Et justement, la veille, il me suit, Richard, et j'essaye de montrer que je visualise, tu vois, et tu me vois prendre des photos même. Okay. En fait, tu vois, je pose mon sac de transition
Et en fait, je prends du recul sur la zone de transition et je prends en photo. Ok. Et je sais que j'ai posé ce sac à cet endroit-là. Excellent. Et du coup, la veille, en plus de ce que je t'ai dit, je vais prendre mon téléphone, je vais ouvrir et je vais regarder les photos. Ok. Et du coup, comme ça, je sais quand je vais arriver, parce que du coup, je me mets évidemment sur l'endroit par rapport à où j'arrive. Tu vas pas Bien sûr. prendre la photo de l'autre côté. Comme ça, visuellement, Et t'as du l'arrivée. coup, comme ça, moi, quand j'arrive, je sais que je suis ici, tu vois. Mm. Et là, du coup, moi, j'y vais direct et il n'y a pas de. Je me trompe pas. En exagérant, tu pourrais presque le faire à l'aveugle. J'exagère, Franchement, ouais. Mais en exagérant, ouais, c'est ouais. ça. Non, mais c'est vrai. Typiquement, tu peux, avec cette visualisation, tu pourrais le faire à l'aveugle. Et puis, en fait, tu te mets tes images concrètes Ok. par rapport à celles que tu as prises la veille, tu vois. C'est marrant, mais tu vois, j'ai fait le marathon de Copenhague là, en mai. Et en fait, pareil, tous les ravitaux, je savais qu'ils étaient à droite. Et en fait, tu vois, je m'imaginais prendre le gobelet, prendre les gels au bon moment, etc. Sur les différentes étapes. Parce qu'il peut arriver que tu oublies de prendre un gel. Et si tu ouvres ça après 2 kilomètres, t'es à plat et c'est fini. Quoi. Ouais, donc, c'est ça. Non, mais c'est ce genre de choses. Tu vois, comme tu dis, tu as cette visualisation. Ou parfois, pour revenir à la nutrition, parfois, il y en a qui se mettent des rappels. Ok. Carrément sur leur montre, genre tous les temps, buvez de l'eau, il y a marqué sur leur montre et tout. Moi, généralement, ce que je sais, c'est que je fais toutes les 20 minutes. Okay. Donc après, tu regardes régulièrement ta montre. Donc après, tu sais, tu vois. Bon, sur l'Ironman, de toute façon, je pense qu'à un moment, ton corps, il te dit... Ouais, mais justement, si tu vas à ce niveau-là où le corps commence à te faire appel en te faisant comprendre que tu es en besoin, c'est trop tard. T'es mort. Ok, c'est trop tard. Toujours... Ah ouais, c'est simple. Moi, mon premier gel, je le prends à la sortie de l'eau. Hein. Okay. J'ai fait 3,8 km, je monte sur le vélo, je pars, poum, je prends direct mon premier gel. Okay. Et là, du coup, j'entame tout de suite ma régularité dans ma nutrition. Ok. Et nous, on calcule carrément combien on prend de grammes de glucides par heure. À l'UTMB, ils font ça aussi, etc. Ouais, tout exactement. Ça. En fonction de ton poids aussi, c'est ça Alors, ça c'est si tu te crées des... Comment dire tu peux faire en fonction du poids parce qu'en gros, il ne faut pas dépasser... voilà. Mais généralement, les gels que tu achètes ou les barres, c'est marqué. Maintenant, en fait, tu verras le marketing, mais énormément en avant, carrément 30 grammes, 45 grammes ou 20 grammes de glucides. Tout de suite, tu visualises de suite. Exact. Et en fait... ce qui se fait beaucoup, alors après ça faut le travailler à l'entraînement parce qu'en fait c'est pas anodin pour son corps d'amener ne serait-ce que plus de 60 grammes par heure. Il y en a, ils vont avoir, s'ils le font tout de suite, s'ils le font sur leur course sans avoir entraîné leur estomac et leur corps, déjà le corps va pas assimiler, l'estomac non plus, et derrière tu vas avoir des troubles gastriques, donc c'est toilette ou les fameux, pire. Donc au final ce qu'il faut, c'est que derrière, tu l'entraînes sur des séances clés et très régulièrement. Mais ça, tu n'es pas obligé de le faire trop souvent parce que aussi, il y a une autre chose. Je donne beaucoup d'infos, désolé. Mais grosso modo, c'est qu'il ne faut pas non plus faire ça trop constamment parce qu'en fait, il a été aussi prouvé dans les études scientifiques récentes que trop de glucides sur du trop long terme peut amener à du diabète. Ok, donc même si par exemple, même moi par exemple, demain je suis pas diabétique. Si à toutes mes séances je prenais 120 grammes de glucides par heure, ça se trouve je serais diabétique dans un an, tu vois. Okay. Donc j'exagère, mais grosso modo, moi par exemple, je vais te dire cash comment je gère. Jusqu'à 3 heures à l'entraînement sans intensité, je prends quasi 0. Okay. Je vais peut-être parfois prendre 30 grammes, mais grand max, tu vois. Parce que du coup, tu es en endurance, tu es en capacité de... Et en fait, là, qu'est-ce qui va être utilisé par ton corps ? C'est tes lipides, donc ta graisse. Donc en soi, il n'y a pas trop besoin normalement d'utiliser les glucides, que ce soit du coup le glucide hépatique ou les autres glucides, tu vois. Ouais. Et au final, là par contre, quand forcément tu rentres dans des séances, le corps en fait va utiliser plusieurs types d'énergie. Il va y avoir donc les lipides forcément, il va y avoir ces glucides rapides que tu as déjà dans ton corps, mais généralement dans ton corps tu as jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie d'autonomie, grosso modo selon les corps de chacun. Et après, tu auras du coup les apports exogènes. Et encore, le petit plus, c'est ce que le corps est capable de réutiliser en énergie.
parce qu'en fait, j'essaie de pas être trop technique pour aussi ne pas dire trop de bêtises parce que c'est pas ma spécialité, mais ça m'intéresse et je trouve ça cool. C'est qu'en fait, le lactate que tu crées quand tu es en haute intensité, c'est de l'énergie que le corps réutilise. Ok. Qu'est-ce qui fait que derrière, t'as du lactate beaucoup trop élevé dans le sang en termes de concentration? C'est parce que ton corps n'est pas en capacité de le retransformer. D'accord. Tout simplement. Parce que, en fait, tu étais trop à haute intensité par rapport à la restructuration de ton corps, qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, il y a ça se transforme en déchets. Mais en soi, en fait, c'est pas des déchets. Si tu veux, en soi, c'est de l'énergie qui ne peut pas être utilisée, pardon. Et donc voilà, après ces 4 choses, du coup, en fait, il faut dealer avec. Et donc, l'apport en glucides extérieurs est important. Et encore plus sur du longue distance. Okay. Parce que comme je te dis, si tu as 1h30 de glucides rapides dans le corps, comme je te dis, le foie et tout, qui après sera très vite utilisé. Après, tu auras ton lipide, mais en fait, c'est long quand même, ce processus est long à être mis en place pour le corps. Et sincèrement, je pense à une bonne intensité de tempo. Tu vas faire ça pendant 3-4 heures. Après, au bout d'un moment, tu vas avoir cette sensation de faim et merci, au revoir. Tu vas manger, mais en tout cas, tu pourras pas tenir bien plus longtemps. Et tu vas faire une pas très bonne perf. Okay. Donc, en fait, il faut déjà apporter de ce qu'on appelle les glucides exogènes. Donc, hors le corps, ce qui met en place pour t'apporter cette énergie. Bien sûr. Pour pouvoir manger. Okay. Et apporter l'énergie nécessaire. Et du coup, ça, forcément, ça se travaille, ça se calcule et il ne faut pas en abuser. Donc voilà, moi après, c'est forcément sur les séances où là, du coup, je table sur du 60 grammes de glucides. Puis après, tu peux monter à 80, voire 90, voire même 120. Et tu en as même qui montent à 150. Okay. Mais bon, après... il faut aussi faire ce que ton corps est capable de faire. C'est pas parce qu'un pro qui est 2e mondial, j'ai n'importe quoi, il le fait. J'en connais un qui, d'après ce qu'il en dit, en tout cas, est à 150 grammes de glucides par heure, que moi je vais le faire. Ouais, bien sûr. Parce que du coup, ça me correspond peut-être pas. T'as un corps différent de toute façon. Chacun est différent. Chacun a des caractéristiques différentes. On a tous une morphologie différente. Et voilà, donc faut pas. En fait, faut prendre une base. Mais il faut réfléchir derrière. Carrément. Forcément, il faut tester, il faut s'intéresser. Et voilà, le fait d'en parler, tu vois, ça va peut-être te mettre la puce à l'oreille pour ton marathon des sables. Carrément. Que c'est quelque chose qu'il faudra essayer derrière, tu vois. Ça fait partie de la prépa, de toute façon, tout ça, d'essayer toutes ces choses-là. On a fait une petite digression de nutrition, mais c'est intéressant, je pense, pour les auditeurs. Et je me posais une autre question sur l'Ironman, vu que c'est des formats très longs. Tu vois, il y a un truc en prépa mentale, c'est le discours interne. En gros, quand tu te parles dans les épreuves, ça arrive à tout le monde de toute façon de se parler pendant les épreuves. Toi, comment tu maîtrises ce truc-là? Par exemple, quand ça devient difficile, tu vois, t'es, je sais pas, à vélo, t'as une énorme montée, et là tu commences à te parler, à te dire, je sais pas, là je suis dans le dur, là c'est vraiment la merde, j'en peux plus. Toi, comment tu gères ça et t'arrives à passer au-dessus de ces... Ben, après déjà, à force de s'entraîner, en fait, si tu veux, cette douleur, tu l'as apprivoisée en quelque sorte. Tellement en fait tu te mets dans des douleurs comme ça toutes les semaines et plusieurs fois par semaine. Déjà en fait c'est pas quelque chose de nouveau si tu veux. Donc déjà tu as ce premier point là du fait de s'entraîner régulièrement. Donc il y a ça. Et ensuite après moi ce que je me dis en tout cas dans ma manière d'approche, dans mon approche, c'est qu'en fait je me dis vu que je suis quand même plutôt bien entraîné, bon après voilà les premiers pros c'est encore un niveau vraiment au-dessus, on est à plusieurs steps les uns des autres, mais bref en tout cas ceux qui sont dans mon niveau à moi où je pourrais leur passer devant ou même pourraient me passer devant, je me dis en fait je suis assez entraîné pour si moi j'ai mal, eux auront mal en fait. C'est parce que voilà, on est dans une bosse, il faut la monter à tant de puissance, tant de watts, tant de FC, tout ce que tu veux. Il faut la monter, mais elle est dure pour tout le monde. Intéressant. Pourquoi moi, tu vois, elle serait dure pour moi et pas pour l'autre? Sachant que je suis entraîné pour ça, tu vois. Carrément. Donc, au final, c'est ce que je me dis. Je me dis, si j'ai mal, l'autre, il a mal.
il faut la passer et de toute façon, je suis dans mon schéma de course et on y va, tu vois. C'est top de dire ça parce que certains ou certaines pourraient se dire ouais, je suis le seul dans ce cas, alors que les autres tout le vivent monde a sûrement mal. la même chose, quoi. Ah ouais, non, Ouais. mais c'est. Enfin, de toute façon, c'est simple, typique. Il y en a qui s'entraînent peut-être en groupe. Vous allez monter un col ou une montée. Par exemple, dites-vous, on la monte à fond. Mais même si c'est quelqu'un qui, vous savez pertinemment qui est plus fort que vous, je suis persuadé que vous le regardez, il va pas vous parler, il va Ouais. être dans son truc parce que justement, il est pas en capacité de. Parce que lui aussi, en fait, il est en train de Du se mettre même dedans truc. pour, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en fait, si vous êtes tous chacun entraînés à votre niveau, et ben en fait l'autre il a autant mal. Hein. Ouais, C'est juste c'est clair. qu'après derrière il y aura une différence de puissance, mais on a tous mal. Hein. Carrément. Mais ça, je pense que c'est pour les auditeurs, c'est pas mal de retenir ça sur le fait que ça concerne tout le monde, en fait. Bah oui. Et pas se dire qu'on est tout seul à Non, galérer dans non, le c'est clair, Ouais. c'est clair. Et ok, il y a un autre point qui m'intéresse aussi sur l'état de flow. Tu vois, l'état de flow. Ah oui, Ouais. je vois. Ça t'est déjà arrivé, toi, sur des courses où tu t'es dit, là, je suis intouchable, ça déroule, tout est parfait. Alors c'est très rare, je t'avoue. Ouais, c'est normal parce qu'apparemment, c'est assez rare comme Ouais, je t'avoue que c'est très rare. Là où vraiment j'ai pu le faire, c'était sur certaines courses où justement, en fait, notamment, c'était sur les fins de course ou le marathon, parce que nous, comme tu dis, c'est assez long. On tape généralement sur 8 heures de course. Et en fait, au bout d'un moment, tu sais que même si tu es ultra entraîné, voilà, il va y avoir des choses où tu reçois des alertes dans ta tête en mode là tu commences à avoir vraiment mal, là Ouais. tu as des crampes qui sont à 2 doigts d'arriver et ça peut te foirer ta course. Ouais. Là tu as mal à la cheville, voilà, il y a plein de trucs. Et en fait c'était sur 2 courses, à Vitoria en 2022 et à Platja d'Aro en 2023 là au championnat d'Espagne, où en fait je voyais mes temps à la montre, en fait, où justement j'arrivais à rester j'ai vraiment entre guillemets pas craqué, mais grosso modo j'ai un tout petit peu diminué l'allure, mais c'était genre au 38e 39e kilomètre, donc en Ouais. fait il me restait rien, tu vois, Quasiment à la fin. et en fait justement j'avançais et des fois en fait je commençais à craquer entre guillemets, où tu sens que tu commences à avoir ces infos qui arrivent dans ta tête au bout du semi déjà, et là tu dis bon, là en fait il me reste encore la moitié, Ça va être très long, long, quoi. Ouais. ça va être long. Ouais. Mais après derrière c'est là où tu serres les dents, tu sais que t'as bossé pour, en fait dans tous les cas, quand tu vas arriver à un objectif, si tu es en mode gagnant et tu vas avancer, tu vas essayer de trouver des points, des choses pour avancer. Moi quand j'ai fait le marathon à sec de de Valencia, pardon, en 2022 ou 23, je sais plus, bref, où je l'avais pas plus que ça préparé et je l'avais fait 2h29, tu vois. Ok. Ah, t'as fait juste le format marathon Okay. ok. Pour tester en fin d'année, Ouais, tu vois, c'était ouais. en fin octobre, je crois, Oui, donc oui. ouais, ça devait être 2023. Je fais 2h29 et il y a une vidéo que j'avais mise sur Instagram. Attends, c'était là en décembre dernier 2023. Ok. De novembre, octobre dernier. Tu pourras Ouais. regarder sur Instagram, Ok. et tu me vois ma tête en arrière, les yeux fermés, la bouche en moitié ouverte, en train de serrer les dents comme ça. Ah oui, t'es Et vraiment, genre là, on était sur la fin, il restait le dernier kilomètre. Moi, du coup, mon but c'était d'être en 3:30. Ok. Et là, je te jure, tu fais tout ce que tu peux. En pour, 3:30 le tenir. rythme par kilomètre. Ouais, c'est ça. Ouais. 3:30 au kilomètre. Ouais. Et au final, tu fais, en fait, il faut que je tienne coûte que coûte, tu vois. Et tu cherches comme tu peux. Alors, t'accélères ta fréquence de pas, tu cherches, ou il y en a qui vont peut-être justement l'allonger, tu vas plus utiliser tes bras, en fait, tu vas mettre des choses en place pour, peu importe, pour pouvoir avancer et faire ce qu'il peut. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais c'est des au moins choses essayer, que quoi. t'essayes. Ouais. Et là, comme tu disais, sur cet état de flow, voilà, ça m'est très rarement arrivé. Mais quand ça m'est arrivé, c'est parce que du coup, je commençais à avoir ces infos négatives, ces alertes, mais hyper tard. Et là, derrière, même un moment, je me souviens, donc du coup, à Platja d'Aro en 2023, je crois que, comme tu dis, c'est arrivé au 39e, il me restait plus grand-chose. Et du coup, je me dis, mais en fait, trop bien. Et là, tu vois, j'ai réussi à faire mon record sur marathon Ironman de 2h45. Ok. Et là, du coup, je me disais, mais trop bien, et j'avais fait ça en 3,55 au kilo, tu vois. Ok, ouais. Ouais, effectivement. Donc j'étais bon rythme. content et fier de moi, tu vois. Ouais.
Ok, il y a un des derniers points que je voulais aborder sur la partie mentale. C'est, tu vois, on parle de burn-out pour les Mm. sportifs, enfin pas que les sportifs d'ailleurs, même les gens en entreprise, Mm. mais donc fatigue mentale, le fait d'enchaîner les entraînements de semaine en semaine, de mois en Ouais. mois, etc. Toi, est-ce que tu as déjà un moment où tu t'es dit, voilà, j'en ai ras-le-bol, tu vois? Ouais, ça Ouais. m'est arrivé. Ça m'est arrivé, on va dire, fin 2023, justement. Ok, Fin 2023, et en fait, je pense que c'est dû forcément au fait que je savais que je tirais sur la corde avec une dette de sommeil, avec tous ces entraînements forcément qui me fatiguaient. Et en fait, constamment, toutes les semaines, j'étais en mode, je disais au coach, je suis cramé, je suis fatigué, je suis cramé, je suis fatigué. ouais, Et des sessions qui parfois pouvaient passer. Mais en fait, c'était des fois, en fait, t'arrivais, je me levais et je disais, putain, j'ai 30 bornes à courir là, avec 20 km de tempo, mais j'ai pas le goût. ouais, Tu vois, et en fait, je pense qu'il y a des moments, quand déjà tu te sens fatigué, mentalement surtout, il y a le côté physique, mais surtout mental, parce que de toute façon, c'est le mental qui va guider après, bien sûr. derrière. Mm. Alors après, il faut s'écouter, mais pas trop non plus, parce que tu as le fait de s'écouter en mode flemme. Ouais. Parfois, si t'écoutes ta flemme, Oui, le matin, t'as pas envie de sortir du lit, c'est ouais, sûr. voilà, Ouais. c'est ça. Si Mm. t'écoutes ta flemme, et trop souvent, le problème, c'est que tu vas pas progresser et tu deviendras pas un champion. Ou même, t'atteindras pas ton objectif, même ne serait-ce que faire 3 heures en marathon, 4 Bien heures en sûr. marathon, peu importe. Mm. Et mais après, t'as le fait de s'écouter vraiment parce que t'en as besoin. Et moi, en fait, j'avais repoussé ce côté d'écoute de besoin, du fait que mentalement, justement, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, justement de voir justement plus mes potes. Ouais. Ça, t'avais mis de côté pendant un moment? Ouais. 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 Mm. C'est parce que du coup, il me manquait du temps, Bien sûr. et forcément, c'est des trucs que tu mets de côté, je sortais quasi plus. Mhm. Ça se cantonnait à boulot, dodo, Et sport, tu sport, vois. Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Mm. Et du coup, au final, voilà, de prendre du temps pour moi, et ça a été vachement compliqué. Et en fait, quand ça m'est tombé dessus que sur en fait ma compétition en Afrique du Sud là en 2024, donc au Saharaman ça se passe bien, je gagne, je me sens très bien, mais en Afrique du Sud j'avais fait une prépa de fou. Mhm. Sincèrement, j'ai même pas été blessé cet hiver. Et en fait, je vais à la compète, je prends une semaine avant, comme je t'avais dit, j'avais pris mes dispositions, j'ai avec mes parents, on prend le temps pour y aller, pour s'habituer du climat de là-bas, et pour reconnaître le parcours. Et au final, au bout de 90 bandes de vélo, plus d'énergie. Serrage moteur complet, aucune raison. Tu vois, Ok. j'avais respecté mon plan Ah, mais nutritionnel, à la tout ça. seconde, comme ça. Ouais, Ouais. genre en gros, je passe et après d'un coup, les pulses qui montent anormalement, alors que ça devrait pas pour ce genre de puissance. Donc j'ai dû baisser de puissance, alors que c'est quelque chose que normalement j'étais capable de faire. Ouais. Alors que tu vois, je l'avais fait en entraînement, etc. Donc comme quoi ça peut arriver. Et là, je décide quand même de terminer la course. Mhm. Donc je finis de manière compliquée quand même les 180 km à vélo, mais c'est surtout le marathon. Ouais. Le marathon, le truc, c'est que sincèrement, j'aurais dit physiquement, avec le recul, il aurait fallu que je m'arrête parce qu'en fait, je me suis fait vraiment beaucoup de mal. En fait, tu cours un marathon en marche-en-course. Ouais. Tu marches un peu, tu cours. Je me suis éclaté les chevilles. J'ai Ah ouais. super mal aux chevilles. Tu prends aucun plaisir. Dès le 4e kilomètre, je crois que je commençais à me dire est-ce que j'abandonne ou pas. Et il Ok. m'en restait 38. Ouais. Et, Mais est-ce que tu as voulu absolument terminer parce que tu t'es dit j'ai fait le déplacement, j'ai fait l'entraînement, il faut que je termine? exactement pour Ouais, ça. c'est ça. Je l'ai fait Mm. pour ça parce que justement il y avait ma famille. Ouais. Je l'ai fait pour parce que je suis venu en Afrique du Sud, Mhm. donc j'ai voulu quand même le terminer. Mais si demain c'était à refaire, alors voilà, celle-là, je sais que ça va cliver au niveau des auditeurs. Il y en a, ils vont dire c'est bien, tu l'as terminé, c'est ce qu'il fallait faire. Mais en fait, si tu veux, j'ai dû récupérer. Je parle vraiment pour la récupération après, en fait. Mhm. C'est pour ça que parfois, il y en a qui peuvent abandonner. Alors, tu as ceux qui abandonnent vraiment pour un oui, pour Oui. un non. Et ça, je suis pas en accord avec ça. Mais tu as le fait, après, parfois, d'abandonner, là dans l'état où lequel j'étais, où ça allait pas du tout, pour justement pouvoir mieux récupérer après. Et le Bien truc, sûr. c'est que moi, j'ai quand même décidé de terminer. J'ai quand même terminé en 9h17 à l'arraché, en marche en course. Je crois que j'ai fait 3h30 le marathon, donc pas du tout, voilà, ça allait pas du tout. Pour ces mauvaises raisons, entre guillemets, alors que même, tu vois, j'ai dit à mes parents, ils voyaient que j'étais dépité, blasé.
Et mon père, il m'a dit, mais si t'avais abandonné, ça aurait été du pareil au même, en fait. Ma mère, pareil, il a dit, on est content, on est fiers de toi aussi, tu vois. C'est clair. Chose aussi, c'est des termes parfois qui sont pas souvent utilisés par nos parents. Bien sûr. Cette fierté et tout qu'on a besoin d'entendre. Et au final, ils me disent, on s'en fout, en fait, on est là pour toi. Si tu l'as fini et que t'es content, c'est cool. Si tu l'as pas fini et que ça va pas, mais fais-le pour toi, tu vois. Ouais, carrément. Et si tu restes un champion, de toute façon, il y aura voilà, d'autres courses, quoi. Ouais, voilà, il y aura Mmh. d'autres courses. Et en Mmh. fait, là, ça allait pas. Et en fait, il fallait vraiment que je prenne ce repos. Et là, tu vois, je me serais peut-être arrêté. J'aurais fini le vélo, j'aurais pas couru. Donc, je me serais pas fait autant de douleurs Ouais. musculaires et tout ça, tu vois. Et en fait, j'aurais pris mes 2 jours off et j'aurais peut-être pu repartir de plus belle. Là, pour une course pourrie pour moi, a fait que j'ai quand même dû prendre encore ma semaine. Et après, surtout, j'ai pas pu tout de suite me remettre. En fait, il y a eu beaucoup de questionnements, tu vois. Ouais. T'as eu un dégoût aussi un peu, peut-être. Ouais, bah pourquoi, après tout ce que j'ai fait 9 semaines entre 28 et 33 heures de sport, j'avais fait le comptage, tu vois, de mes semaines, ce qui est énorme. Mais même, justement, en fait, c'est ça le problème. Pour revenir, c'est que j'en ai trop fait. Ouais. En fait, il faut trouver un équilibre quand on travaille, comme des gens comme nous, en fait, 90% des gens, entre s'entraîner bien, de manière de qualité, s'entraîner aussi avec la quantité suffisante, mais pas s'entraîner trop et aller dans le trop. Et moi, je pense qu'en fait, je suis allé dans le trop, dans le sens où je continue de progresser depuis 2019, en fait. Je m'entraînais toujours à un peu plus de 20 heures, et je progressais, tu vois, j'ai eu des bons résultats 2022, 2023, même en étant en catégorie pro en 2023. Et en fait, on pensait que c'était une bonne solution. Mais malgré que je tirais des sonnettes d'alarme, il aurait fallu que je m'arrête avant. Ouais. Et en fait... Donc ça, c'est bien de débriefer aussi après ça. C'est ça. Et le truc, c'est qu'après aussi, je l'avais dit dans mon contenu, mais quand j'ai boxé mon vélo, c'est-à-dire que je l'ai chargé pour aller dans l'avion, en fait, je me suis fracturé la main. Et en fait, j'ai fait mon Ironman avec une fracture au 5e méta. Et donc, ce qui a été pas facile, mais c'est pas la raison. Moi, je me trouve pas de raison pour le fait que j'avais plus d'énergie. Peut-être que mon corps se battait contre cette fracture, c'est sûr, parce que c'était une semaine avant, et qu'une fracture 5e méta, c'est 45 jours d'immobilisation normalement. Donc, voilà, le vélo, c'était un enfer. La natte, je t'en parle même pas. Et la course à pied, les vibrations aussi me faisaient du mal. Mais c'est pas ça qui a fait que. En fait, je pense qu'aussi voilà, on peut appeler ça comme on veut, le destin, Dieu ou peu importe, a fait que en fait, je suis arrivé à un point où il fallait que je me stoppe. C'était trop, quoi. Et voilà, il m'a dit là en gros stop. Et là, à partir de ce moment-là, avec mon coach, on a réaxé avant donc l'accident dont tu sais que j'ai eu. On a réaxé, on s'est dit ok, maintenant en fait il faut récupérer, il faut assimiler le travail qu'on se met. Et il faut prendre en compte, et c'est ça le plus dur en fait, c'est comme si le travail, c'était un entraînement, si tu veux. Même si, en fait, tu t'entraînes pas. Mais selon le travail que tu fais, tu vas pas prendre un même indice de charge. Admettons, tu vas toujours faire une note de 1 à 10 chaque entraînement que tu fais, ou même truc au quotidien. Par exemple, faire la cuisine, c'est 1. T'entraîner avec une grosse séance, c'est 8. Bosser sur un ordi, c'est peut-être 3. Moi, bosser en extérieur avec 15 kilos sur le dos et sous pleine chaleur, c'est peut-être 5 ou 6. Carrément. Tu vois ce que je veux dire? Non, et en c'est fait, du stress que tu mets sur le corps, en fait. Voilà, une charge mentale et charge. physique. Et en fait, ça, il faudrait limite le quantifier. Chose qui est compliquée, c'est un des X qui est compliqué à prendre en compte. Ouais, ce que tu disais. Et en fait, au final, je l'ai jamais pris en compte. Moi, en fait, j'ai toujours fait un peu cette abstraction. Grosse erreur. Parce qu'en fait, j'ai tenu depuis 2019. Cool. Mais en fait, quand ça a pété, ça a pété. Et là, tu vois, on est quelques mois plus tard, et au final, en fait, j'ai pas pu recourir encore parce que bon, il y a eu des péripéties où je pense en fait la vie aussi a voulu me montrer en mode bon allez mon grand, ton mental c'est bien de vouloir peut-être avancer coûte que coûte, mais en fait au bout d'un moment, on est tous des hommes et t'es pas un robot, hein, de toute façon. Je suis pas un robot. Ouais. Et là. Il a fallu du temps, mais ce recul que j'ai pu prendre me fait que maintenant dire que je vais encore plus m'écouter. C'est facile à le dire aux gens. Moi, je pense que je peux très bien conseiller les gens par rapport à ce que je vis
et comment il faut faire. Mais après, se l'appliquer à C'est soi-même, appliqué. c'est hyper compliqué. Mmh. Comme on dit toujours, le cordonnier mal chaussé, c'est exactement Ouais, c'est ce que ça. ouais, c'est clair. Et parce qu'en fait, tu vas toujours te poser des questions en mode si j'en fais moins, je vais être moins fort. Mais en fait, d'en faire plus, c'est encore pire. Ouais, Mais ça, sauf que tu le vois pas forcément de suite. Et moi, là, de ce que j'ai vécu, ça a été pire. Et puis après, les pressions qu'on se rajoute, j'ai dû me mettre trop de pression par rapport au fait que je suis passé en catégorie pro. Bien sûr. Mais je peux pas me comparer à des pros qui font que ça à temps plein, Exactement. alors que moi, je fais ça. Et le truc, c'est que je pense que je me comparaissais comme un vrai pro. Mais c'était pas c'est ça. tout le cas. Effectivement, j'ai vu un article dans l'équipe, un marathonien français, Johan Durand, je crois. Ouais. Je crois que c'est son nom, Johan Durand. Il disait ça, arrêtez de vous comparer à nous sur l'emploi du temps. Nous, notre métier, c'est ça, c'est de dormir, de faire du sport, de dormir. C'est ça, exactement. Et nous, il y a l'équation et la récup, en fait, fait partie, le dormir et la récupération fait partie de leur intégrante et en fait, de la performance. Carrément. Et de l'optimisation et tout ça. Et comme je te disais au début, vaut mieux à la limite dormir 8 heures et faire un peu moins d'entraînement que dormir 6 heures et faire plus d'entraînement coûte que coûte, parce que de toute façon en fait derrière tu l'assimileras pas, et en fait le fait de pas assimiler et de pas récupérer, tu vas faire une plus mauvaise séance le lendemain et ainsi de suite, parce que tu vas être moins frais, etc. Jusqu'au jour où ça lâche comme ça lâche, c'est ça. Il y en a ça lâche très tard, il y en a ça lâche beaucoup plus tôt, mais le tout après en fait c'est surtout que derrière on puisse tu sais que on finisse pas en mode j'arrête tout. J'arrête tout, que je ferme mes volets, mes rideaux, je sors plus dehors, je veux voir plus personne parce que je suis en dépression et autres. Ça, c'est vraiment le burn-out pour le coup, c'est ça, ouais. Un vrai gros burn-out. Moi, c'était pas un vrai burn-out. J'appellerais plus ça un surmenage. Ouais. Du coup, tu vois. L'étape avant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, l'étape avant. Et du coup, faut s'en rendre compte. Et là, après aussi, comme je t'ai dit, j'ai profité pour ressortir et tout. Et ça m'a fait extrêmement du bien. Et surtout de reprendre à limite du plaisir en mode le fait juste de sortir, faire du vélo ou de courir, voilà, et c'est très bien. Pour l'activité en elle-même et sans le truc de performance derrière. C'est ça. Et là, tu retrouves ça. Et ensuite, après, derrière, tu peux te redire, allez, là, je me remets dans des exercices de la perf. Mais même parfois aussi, quand tu vas aller chercher de la perf, tu peux aller chercher de la perf de manière ludique. Par exemple, plutôt que de te dire dans ta tête, je vais faire 3 fois 15 minutes récup 5 et être focus sur ça, ben en fait, ça pourrait limite s'apparenter à ça en disant, je prends un parcours et toutes les bosses, je les fais juste bien appuyées. Carrément. Et en fait, tu vois, là, ça paraît hyper simple, mais ça se trouve, le travail peut être presque le même. Tu prends une bosse, moi, je sais que par exemple, ce 3 fois 15 minutes, comme je te dis, récup 5, je peux presque le faire sur un parcours que je fais, en mode juste, à partir de cet endroit, toutes les bosses, je les fais bien appuyer, et je suis presque à 45 minutes d'effort. C'est vrai qu'il y a un côté plus ludique de se et dire voilà, cette bosse-là, je vais la faire. C'est ça. Et puis rapide, au pire, si ça va pas, et ben, tu fais péter le dernier 15 minutes ou la dernière bosse et tu la montes tranquille et tu rentres chez toi et tu sais que tu auras travaillé un petit peu et ça leur a fait quand même. Carrément. Tu vois. Ouais, donc c'est intéressant ça. Il y a des appréhensions à avoir sur certaines choses pour pouvoir garder ce côté ludique et pour pas te blaser. Ouais. Parce que dans le sport d'endurance notamment, et encore plus aussi de haut niveau, mais même amateur, cette constance dans l'entraînement est hyper importante pour s'améliorer. C'est pour ça que le but, c'est d'éviter de se blesser, de pas en faire trop, parce qu'en fait, quand tu te blesses et que tu vas à l'arrêt, tu repars quasi à zéro. Et là, en fait, si tu arrives à avoir une constance et une consistance, mais du coup qui colle à ta manière de vivre, tu vas pouvoir progresser comme tu n'aurais jamais progressé si tu avais fait énormément, puis après tu te serais blessé, tu seras descendu énormément, blessé, redescendu, et ainsi de suite, en mode dents de scie, quoi. Carrément, mais c'est marrant parce que dans un autre domaine, tu vois, mais en entrepreneuriat, c'est la même chose en fait. Cette notion de constance et de pas aller se cramer sur des... c'est là aussi, tu vois, quand moi je vais chercher mes sponsors, j'essaie de leur montrer le fait de justement cette comparaison entre le sport de haut niveau et le fait d'être chef d'entreprise ou entrepreneur ou autre. Qu'en fait, au final, on se comprend, on vit les mêmes choses, les imprévus, le fait de se réadapter sur plein de choses, le fait d'avoir des coups de mou, le fait d'avoir un moment où on est super bon et on se sent super fort. Et voilà, tout plein de choses. En fait, c'est quasi pareil. En fait, vous les entrepreneurs ou les certains, on
va dire, postes à responsabilité, vous êtes aussi des sportifs de haut niveau dans ce sport-là, en fait. Exactement, le sport de l'entrepreneuriat, c'est clair. Ouais, exactement. Trop cool. Écoute Yannick, on a passé pas mal de temps. Je parle beaucoup, je suis désolé. Non, c'est plus que c'est pour toi, t'as un agenda chargé et on discute pas mal. On a couvert pas mal de sujets. Franchement, merci d'avoir... alors, je vais te dire ça. On est à 1h30. Oh la on vache. avait dit 45 minutes, 1h. Sérieux? Ouais. Punaise. Mais je parle trop. Non, pas du tout, ça passe vite, quoi. J'espère que je vais pas les embêter, tes auditeurs. Non, franchement, on a couvert beaucoup de sujets et tu as été hyper transparent. Donc, c'est quoi? Je pense qu'il y a beaucoup d'infos à retenir pour eux. Ouais, après, voilà. Bon, j'espère que j'ai pas donné trop d'infos. J'ai essayé d'être utile, mais parfois, peut-être que bon, il y en a, ils passeront peut-être à côté. Mais franchement, il y a plein de choses intéressantes. Après, les gens, s'ils veulent te poser des questions à toi ou même à moi, il y a pas de souci. Je suis toujours disponible au maximum pour pouvoir répondre s'ils veulent aller plus loin ou que j'aille plus loin ou réexpliquer certaines choses. Carrément, mais de toute façon, dans la conclusion, après, on donnera tous tes réseaux aussi, parce que je conseille d'aller voir ta chaîne YouTube aussi, ton site et tout, c'est top. Pour terminer, j'ai envie de te poser 2 questions. Vas-y. Pour conclure l'épisode. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire particulièrement, que tu connais personnellement ou pas, d'ailleurs? Alors, la personne qui m'a inspiré pour le triathlon, je la connais pas personnellement, j'ai rencontré, c'est Vincent Louis, qui sera pas à ces JO là. Okay. Il a fait 3 JO, les 3 anciens JO, et il a été double champion du monde en triathlon et donc courte distance olympique. Et en fait, là où il m'inspire énormément, c'est donc lui, il a percé très jeune. Et en fait, c'est justement cette constance dans sa carrière et ce professionnalisme qu'il allait chercher. Et comment il apprend les choses, et aussi quand il explique les choses, il fait très peu de podcasts parce que voilà, je pense qu'il n'a pas beaucoup de temps. Puis c'est peut-être pas quelque chose qu'il veut faire. Mais en tout cas, quand tu le vois s'exprimer, tu sens qu'il y a un gros background derrière. Okay. Et surtout quand il parle, tu l'écoutes et voilà, il est professionnel à fond, mais genre jusqu'au moindre millimètre, tu détail, vois. Ouais. Et ça, moi, je trouve que c'est hyper inspirant, où justement je me dis j'aimerais bien aller chercher ça pour cette professionnalisation, où comme je t'ai toujours dit, moi quand je fais quelque chose, je veux le faire à fond, et c'est là où je vais aller le chercher, tu vois. Okay. Donc après, il peut se le permettre parce que il a du soutien, parce qu'il est très performant et tout ça. C'est sûr. Mais après, derrière, parfois, il y en a, ils peuvent avoir énormément de soutien et pas l'être. Donc c'est ça qui et dans le temps, si c'est ce que tu dis, il a fait 3 JO plus qu'il a duré dans une Et puis il est pas fini. Hein. Là, justement, c'était ça. Je pense pour moi, alors à voir ce qu'il va dire sur ses réseaux, qui va arrêter le court distance, mais tu vas le voir sur Alpha Ironman, et il a déjà fait des Alpha Ironman, et il a d'ailleurs tout déchiré. Okay. Et autant dire que tu vas le voir sur Alpha Ironman, et sa carrière n'est pas encore finie. Tu vas le côtoyer alors sur j'espère. Si là par contre je le vois, tu vois, j'ai une photo que j'ai eue de lui quand il avait fait un cross à Saint-Galmier. Alors j'ai plus la date. Ça devait être peut-être 2016, 2017 ou peut-être 2015. Bref, dans ces eaux-là à l'époque, j'ai pu prendre une photo avec lui, et justement parce que on était sur un cross. Ouais. Donc en gros là-bas. Voilà, c'est pas lui la grande star, donc il y avait pas trop de monde autour de lui. J'étais trop content, tu vois. Pendant longtemps, je l'avais en photo, en fond d'écran. Trop bien. Et pourquoi pas d'en reprendre une dans l'avenir, tu vois. Bah, carrément. Et puis pourquoi pas le battre, hein. Ouais, bon, il y a du boulot, il y a du boulot. Il y a du boulot. Ouais. Et la deuxième question pour terminer, c'était de quoi rêves-tu maintenant? Là, je pense que je vais rester sur ma ligne de conduite, c'est-à-dire pouvoir vivre de mon sport. Ouais. Bon, on te le souhaite. Ouais, merci beaucoup en tout cas pour ce temps. Non, merci à toi, c'est trop cool. Alors si on veut te suivre, tu as une chaîne YouTube, on mettra en description le lien, Instagram aussi. Ouais, Instagram, Facebook pour les plus anciens. Ouais, Facebook, la page. Et donc après LinkedIn aussi, donc j'essaye d'être assez actif sur tous ces réseaux-là. Donc après, rien de compliqué, Yannick Matej-Jisek ou Yannick Matej, @YannickMatej pour Instagram. Carrément, trop bien. Eh ben écoute, merci Yannick, et puis à bientôt sur le podcast. À très bientôt, merci à toi. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses.
Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.